long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. De retour, comme dirait Antoine Pimel, de retour dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et tout d'abord, merci d'être avec nous. C'est la 100e de ce podcast. On voulait vraiment vous remercier chaleureusement de nous suivre depuis tout ce temps et d'être de plus en plus nombreux à le faire. Voilà, on vous réserve plein de bonnes choses pour la rentrée, pour l'avenir. On va pas lâcher les contenus, que ce soit CQFR podcast et puis d'autres formats dont on aura l'occasion de vous parler prochainement. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a aussi le nouveau MOOC Rivers spécial Boston qui vient de paraître. Alors si vous l'avez déjà commandé ou que vous êtes abonné et que vous ne l'avez pas encore reçu, pas d'inquiétude. Voilà, les expéditions ont commencé la semaine dernière. Moi-même, je viens seulement de recevoir mon exemplaire ce matin. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore, 240 pages pour tout savoir de Boston, des Celtics, mais pas uniquement, de cette ville de basket, de ce monument du basket américain, des légendes qui l'ont fait vivre, des joueurs aussi qui ont disparu un peu trop vite ou qui n'ont pas pu aller au bout des pages d'histoire qu'ils étaient prêts à écrire. Voilà, tout ça c'est dans le MOOC spécial Boston que vous pouvez retrouver sur Basket Session en exclusivité. Vous pouvez le commander encore maintenant, il en reste encore quelques-uns. Et comme c'est la 100e, on vous propose de gagner 2 exemplaires. On met 2 exemplaires du MOOC à gagner. Pour le gagner, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire sur YouTube votre anecdote préférée en rapport avec Boston. Ça peut être avec un joueur, ça peut être avec une équipe, ça peut être votre relation à Boston. Nous, on choisira parmi vos réponses les 2 qui nous auront le plus marqué. Donc voilà, 2 MOOC à gagner dès à présent sur YouTube. On vous encourage à y aller. Et puis comme chaque semaine, je suis rejoint bien sûr par Shai Mamou et Antoine Pimel, que vous avez pu entendre ce matin dans le CQFR du lundi. Et on va poursuivre la discussion à 3 dans la thématique de ce dont on a pu parler ce matin. On va forcément revenir sur la Free Agency. Ce matin, Shai et Antoine, vous avez pu présenter un petit peu les choses qui vous avez le plus frappé, les choses les plus marquantes de ce premier week-end qui a été hyper agité et qu'on a pu suivre en détail sur Basket Session. Là encore, ça fait beaucoup d'auto-promo, mais sérieusement, si vous allez sur Basket Session, vous trouverez tout le détail des deals qui ont été passés, des trades, tout ce qui s'est passé pendant ce riche week-end. C'est vraiment détaillé très bien sur Basket Session. Et dans ce podcast, on voulait revenir plus en détail, plus en profondeur sur les équipes vraiment qui nous ont semblé avoir tapé fort, avoir fait des gros coups. Voilà un petit peu ce qu'on ambitionne de faire aujourd'hui. Je sais que vous en avez parlé ce matin déjà, Shai et Antoine. Je sais aussi que c'est pas la première free agency qui vous garde éveillé durant de longues nuits. Malgré tout, tout simplement, est-ce qu'il y a eu des grosses surprises selon vous durant cette free agency? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pris par surprise un petit peu, que ce soit des choix de joueurs ou que ce soit des sommes qui ont été dépensées, ou est-ce que c'était finalement une free agency agitée comme on en connaît, avec beaucoup de choses qui étaient prévisibles? C'était agité comme souvent, hein. Il y avait énormément de signatures qui arrivent tout de suite. Il y a l'énorme rush. Par contre, sur les surprises, comme on l'avait dit ce matin, moi, c'était plus des montants que des destinations. Tu sais, parfois, par le passé, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais tu te dis quoi, lui, il signe là, c'est incroyable, énorme coup, on l'a pas vu venir du tout. Pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Enfin, là, c'est plus le montant de certains trucs. Ce matin, on évoquait Austin Reeves aux Lakers, qui ça semble être une affaire. Antoine en a aussi parlé dans son article sur la Free Agency là, de tout à l'heure, sur les gagnants et perdants. Le montant paraît presque dérisoire compte tenu de l'importance qu'il a prise aux Lakers et de ce qu'on estimait qu'il pouvait gagner, ce à quoi il pouvait prétendre. 56 millions, hein, chaque fois j'oublie les montants, mais je crois que c'est 56 millions de dollars. C'est ça. Voilà. Et C'est ça, sur 4 ans avec la 4e année qui est optionnelle et qui est voilà, c'est Austin Reeves qui aura l'option pour la 4e année. Ça, et je me souviens que quand j'ai vu Westbrook qui signe pour c'est 8 millions, je suis désolé, j'ai pas les C'est 8 montants. millions, c'est 8 millions Voilà. sur 2 ans. Voilà, merci Antoine, 8 millions sur 2 ans. Bon, Russell Westbrook, même si on a tous ici été... on a déjà parlé il y a une forme de déclin ou de mauvaise situation, mauvais moment. Il a quand même montré sur la fin de saison et sur les playoffs qu'il était redevenu un joueur qui pouvait faire partie d'une équipe qui gagne des matchs. Enfin, donc 8 millions sur 2 ans pour un ancien MVP qui est pas... qui me semble pas non plus totalement au crépuscule de sa carrière, c'est quand même bon. Je pense qu'il avait vraiment envie de rester en Californie
et que ça a participé. Mais voilà, moi, c'est ces deux-là qui m'ont un peu plus ce que j'ai dit aussi ce matin sur Kyrie. Et bon, on va pas épiloguer, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la durée du contrat, mais voilà. J'avoue que moi, j'ai pas été genre choqué par quelque chose. Ça va faire le faux connaisseur, c'est le mec qui s'attendait à tout. Tu sais, genre, non, mais ça, je l'avais vu venir. Non, peut-être pas à ce point, mais dans l'ensemble, en fait, j'ai été plus interloqué par certains. Tu vois, genre là, on en parle. Effectivement, ça aussi, on en parlait ce matin, mais un peu les choix des Rockets m'ont un peu. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, mais ça m'a pas non plus choqué. Par contre, c'est vrai que comme Shai, le montant du contrat pour Austin Reeves, ça, je m'y attendais pas. Je me suis dit qu'il allait. Ouais, je me suis dit qu'il allait signer en fait avec une autre équipe, mais juste pour faire grimper les enchères, en fait, qu'il allait signer pour avoir ses 98 millions ailleurs, puis que les Lakers allaient s'aligner. Au final, il leur a fait le plaisir de signer qu'avec eux, et du coup, le maximum que pouvait offrir Los Angeles, c'était 58 ou 54, 58. Maintenant, j'ai un doute. Les Lakers oui, pouvaient lui c'est offrir 58. 54, je crois. Mais du coup, il signe pour 54 ou pour 58. Enfin bref, il est entre 54 et 58. Vous choisissez un chiffre entre les deux. Mais dans les deux cas, je trouve ça pas cher. C'est quasiment 40 millions de moins que ce qu'il pouvait toucher ailleurs. Il pouvait prendre 98 millions sur 4 ans ailleurs. Ouais. J'avoue que ça m'a surpris que lui fasse le choix comme ça. Et surtout qu'il fasse une fleur à une équipe. Il est encore jeune. Normalement, les joueurs qui font une fleur, ils ont déjà été sacrés. Ils ont 30 ans, ils ont déjà pris un gros contrat. Lui, voilà, c'est sa première free agency, même si c'est en tant que restricted. En fait, il est pas si jeune que ça, parce qu'il a 25 ans, et c'est son premier gros contrat. Moi, c'est ça qui m'a étonné, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était sa première opportunité de vraiment gagner un gros contrat et de cimenter sa place dans la ligue. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que finalement les Lakers ont plutôt bien joué le coup en faisant flipper tout le monde, en disant de toute façon, peu importe combien vous mettrez sur la table, on s'alignera. Au bout du compte, personne s'est présenté, et c'est vraiment une belle affaire pour les Lakers. On pensait que ça ferait l'effet inverse. Je me souviens, on en a parlé dans un CQFR, et on les a peut-être un peu sous-estimés. On s'était dit, ça va peut-être dire à tout le monde qu'ils vont s'aligner quoi qu'il arrive. Ça va inciter des équipes à envoyer du lourd pour faire cracher quoi qu'il arrive les Lakers. Au final, personne semble s'être même juste manifesté. S'il a le même impact qu'il avait cette année, et il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, parce qu'on a bien vu en playoff que c'était un mec plutôt insouciant, qui avait pas l'air de prendre la pression. Il joue avec LeBron, Anthony Davis, ça lui pose pas de problème au niveau hiérarchique. Il est prêt à prendre les shoots et à être impactant en fin de match. C'est une super affaire. On va redire que Pelinka a fait une très très bonne free agency jusque-là, toujours sur le papier, le terrain parlera, mais franchement, bravo pour l'instant. Oui, j'allais dire la même chose. J'allais dire que les Lakers ont fait une super free agency sur ce premier week-end. Complètement. Moi, en fait, finalement, ce qui m'a le plus surpris dans cette free agency, c'est que, mis à part peut-être le cas Houston, où c'est vraiment dur de comprendre la ligne directrice, en fait, j'ai pas eu le sentiment que des équipes faisaient n'importe quoi à cette free agency. J'ai trouvé que dans l'ensemble, quasiment tout avait du sens. On va pouvoir y revenir en détail, mais notamment dans la conférence Ouest, toutes les équipes, je trouve, ont bien géré les dossiers qu'elles avaient à gérer. Celles qui ont été courageuses ou qui ont tenté des paris, et aussi celles qui ont été, qu'on préférait garder un petit peu la tête sur les épaules et pas s'enflammer, comme les Kings, sur qui on pourra revenir tout à l'heure, ou Dallas, des équipes qui ont réussi finalement à se renforcer à la périphérie et vraiment à remplir les cases vides qui restaient dans leurs effectifs. Je pense que vous avez tous les deux commencé à parler d'Austin Reeves. Effectivement, je pense qu'on peut reparler des Lakers en tout cas. Comme vous, moi j'ai été hyper étonné qu'Austin Reeves ne prenne pas plus d'argent, ne parvienne pas à choper plus d'argent après sa super campagne de playoff de 2023. Les Lakers, je pense que, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, mais il y a quand même le consensus, quoi. Ils ont vraiment maîtrisé, je trouve, leur intersaison. Et c'est assez fou en fait de voir comme, en fait, ils ont fait cette année tout ce qu'on imaginait qu'ils auraient dû faire l'été où ils ont mis en place un trade pour aller chercher Russell Westbrook. Et au bout du compte, finalement, je trouve qu'ils ont magnifiquement réussi à pivoter de la situation catastrophique dans laquelle ils étaient, le bourbier dans lequel ils étaient avec Westbrook. Et au moment, juste avant qu'ils commence à pivoter, on se disait c'est mort en fait. LeBron n'aura plus l'occasion de jouer le titre. Il est un peu coincé dans cette équipe qui va nulle part. Au bout du compte, je trouve qu'ils ont parfaitement réussi à redresser la barre et relancer complètement la dynamique sur les 2 au moins saisons à venir, quoi. Mais c'est simple, si on se réfère donc Antoine avait écrit le guide de la Free Agency qui est sur le site, et si on observe les besoins qu'il avait identifiés, pour chaque équipe il avait identifié les besoins,
Pour les Lakers, il avait marqué garder absolument Austin Reeves et Rui Hachimura. Ok, check et dans des conditions excellentes. Ouais, pour des beaux contrats, ouais. Voilà, parce que Hachimura aussi, on pourra le redire aussi, il a été très très bon, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes autour de lui. On se disait on était un peu surpris même qu'il vienne. Et il a plus que répondu présent. Et, Je peux dire que du côté de Washington, les mecs sont encore en train de s'ouvrir les veines en voyant les performances qu'il a lâchées pendant les playoffs. C'est clair. Et Antoine avait marqué, tu avais mis des bonnes affaires pour renforcer l'effectif. Pour moi, Gabe Vincent, la finaliste NBA titulaire, si ça, c'est pas une bonne affaire, ils l'ont pas surpayé. Et que 33 millions, 33 millions sur 3 ans. C'est... Exactement. Dans les bonnes affaires, je trouve Taurean Prince, c'est le genre de joueur un peu dont on parle pas beaucoup parce que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup des comme lui, mais ça reste un corps disponible sur un poste où il y a besoin de défendre, d'apporter, qu'il y ait du temps de jeu. Jackson Hayes, bon, lui, les soucis extrasportifs, mais depuis, ça s'est plutôt un peu tassé et ça te fait un intérieur qui va récupérer des lobes. Il faut aussi du monde, il faut des grands derrière Anthony Davis, c'est plutôt bien. Cam Reddish, tu fais un pari, tu te dis peut-être que le talent n'a pas disparu et qu'il va finir par se manifester. Ça peut le faire aussi. Et il reste D'Angelo Russell, donc je suis personnellement pas fan de D'Angelo Russell, mais le montant 37 millions sur 2 ans, t'es pas engagé sur du trop long terme avec lui, ça peut se retrader relativement correctement, je pense. Très facilement. En fait, et je pense même que d'un côté comme de l'autre, ils savent que c'est l'option en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre offre pour lui. Là, c'est un 1+1 en plus. Donc, une saison garantie. La deuxième, je crois c'est une option du côté de D'Angelo Russell. Je pense qu'ils savent d'un côté, de part et d'autre que c'est pas un mariage qui est fait pour durer et que s'il y a une opportunité qui se présente à un moment pour le joueur ou pour l'équipe, ils seront ravis de se séparer et de poursuivre leur chemin, quoi. Et en attendant, c'est un joueur qui va être bon en saison régulière. Donc, c'est très, très probable. Et puis, après, et c'est peut-être pas fini. Ils vont peut-être encore réussir à se renforcer sur certains postes. Mais ouais, quand on regarde les besoins que tu avais identifiés, Antoine, et c'est pas le cas pour tout le monde dans ce draft. Les besoins, ils sont déjà presque entièrement remplis. En fait, moi, je trouve qu'ils ont tout simplement une meilleure équipe que celle qui vient de perdre en finale de conférence. Ouais. Équipe qui est allée, qui est passée du play-in, qui a montré un visage complètement différent. C'est-à-dire que les Lakers, en fait, ils vont progresser sur plein d'aspects. Déjà, ils se connaissent mieux. Ils ont quand même ils sont arrivés en finale de conf en n'ayant fait qu'une demi-saison ensemble. Là, ils ont plus de vécu. Ils ont ce parcours en plus derrière eux. Ça crée des liens aussi. Quand tu vas loin en play-off, ça crée des liens entre tes joueurs. Ça te permet de voir différentes situations. Tu prends en expérience. Tu prends une expérience commune, c'est parfait. Donc, rien que sur ça, déjà, tu aurais progressé. Et je trouve que, tu gardes les joueurs qui sont susceptibles de progresser, les Hachimura et les Reeves. C'était quand même les 2 jeunes des Lakers qui ont un certain potentiel encore inexploité. Donc, eux, ils vont progresser. Et derrière, tu ajoutes... Enfin, c'est simple. Ils ont remplacé, grosso modo, Mo Bamba, qui ne servent à rien, par Jackson Hayes. Donc, ils ont un pivot jeune et athlétique. C'est à la marge, il ne va pas jouer beaucoup. Il ne va pas servir à grand-chose. Mais tu as quand même un mec jeune et athlétique. C'est toujours bon dans une équipe d'avoir des joueurs jeunes et des joueurs athlétiques. Tu remplaces Lonnie Walker par Cam Reddish. Je pense que Cam Reddish, il peut faire aussi bien que Lonnie Walker, qui a eu des bons passages en play-off, qui avait disparu de la rotation, mais qui a eu des bons passages. Je pense que c'est quand même un très bon joueur. Il est représenté par Clutch. Je pense que ça aide de toute façon. Ça, c'est pour les 2 signatures marginales. Mais après, Gabe Vincent, je trouve que c'est... Enfin, pareil, c'est une progression par rapport à Dennis Schroeder, en fait. T'as vraiment un gars qui fit parfaitement. Schroeder, il est pas mauvais en soi, mais c'est toujours un peu délicat de faire correspondre un mec comme Schroeder avec LeBron ou avec des joueurs comme ça. Gabe Vincent, il est dur, il défend, il shoot à 3, il peut jouer avec, sans le ballon. C'est un joueur fiable, en fait. Surtout sur l'adresse extérieure, quoi. C'est une adresse bien plus fiable que Schroeder. Que Schroeder, oui, qui n'est pas un très bon shooter. Et même défensivement, c'est autre chose. Enfin, c'est vraiment une pioche intéressante. Et à ce prix-là, pour 33 millions, en fait, à ce prix-là, je suis même surpris qu'il ne soit pas resté au Heat, pour être sincère. Tu vois, je me dis, mais le Miami vise clairement Damian Lillard, quoi. C'est ouverture. Le Heat savait déjà ce qui allait se passer avec Lillard et attend que ça, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi à 33 millions, Miami ne le garde pas. Donc ça, pour les Lakers, c'est une super pioche. Je trouve que leur effectif est... c'est simple, ils sont allés en finale de conférence et l'an prochain, ils se représentent avec une équipe encore plus forte. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, il y a toujours le bémol à mettre sur... parce que là, on analyse sur le papier, mais... Alors, ils ont montré qu'ils arrivaient à éviter les blessures en play-off et ils sont allés en finale de conférence. Mais voilà, pour que ça fonctionne bien, il faut que LeBron et Anthony Davis soient... Je sais que ça paraît être c'est une évidence absolue, mais imagine que l'un ou l'autre soit pas dispo.
l'équipe est bien, mais voilà, ça repose encore quand même vachement là-dessus. C'est juste le petit bémol que je voulais apporter pour pas qu'on ait l'air trop angélique avec les Lakers. Bah, du coup, je réagis juste sur ça. Après, pardon, je te laisse Théo, mais tout simple, hein, mais malgré ça, tu te dis que les Lakers seront peut-être pas champions parce que LeBron, il a encore un an de plus et on sait que c'est bien d'avoir une super équipe, mais tes locomotives, c'est quand même tes superstars. Il faut quand même avoir ça change pas, hein, la règle, c'est toujours la même. Il faut que tu aies un top 5 player NBA pour être champion. Est-ce que LeBron, à son âge, c'est encore un top 5 player NBA? C'est pas sûr. Est-ce qu'Anthony Davis, il a la santé pour être un top 5 player NBA? C'est pas sûr. Donc, effectivement, je mettrais peut-être pas les Lakers en grand favori pour l'an prochain, mais par contre, ils ont fait le boulot qu'il fallait faire sur la free agency, quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec vous deux, et Charles, tu as complètement raison de dire ça, mais en fait, je trouve que du coup, les Lakers, en fait, c'est comme ils ont finalement réalisé que de toute façon, leur seule chance d'être champion, c'est si LeBron et Anthony Davis sont en pleine forme au moment des playoffs. Et du coup, ça servait à rien d'aller chercher une troisième star en disant, bah, de toute façon, la troisième star, ça nous sert d'assurance, il y en a un qui se blesse. Peu importe, en fait. Tu peux faire venir la troisième star que tu veux. Tu as besoin de ces deux mecs-là sur le terrain pour gagner un titre. Et dans ce cas, et du coup, au lieu d'aller chercher une troisième star qui va te bouffer tout ton salaire et faire que tu as une équipe famélique autour, comme c'était le cas quand ils sont allés chercher Westbrook, et ben ils ont redistribué le reste en se disant, de toute façon, nos gars, c'est LeBron et Anthony Davis. On attend de voir si jamais ça bouge du côté de Philly et qu'il y a un mec qui demande un trade et qui voudrait partir à l'ouest. En attendant, on reste avec ces deux gars-là et autour, on construit une équipe qui a du sens. Et là, tous les role-players, ça a du sens autour de LeBron et Anthony Davis. Je pense qu'ils ont l'équipe qui est suffisamment forte pour pouvoir tenir la route en saison régulière, même avec les blessures de l'un ou de l'autre. Le coaching staff est en place. Le coaching staff aussi a montré des choses intéressantes pendant les playoffs. C'était la première année, encore une fois, de Darvinham. Voilà, et c'est jamais simple. Il y a des hauts, des bas. Je pense quand même qu'il est sorti plutôt grandi de cette campagne de playoffs et cette première saison. Moi, franchement, pour les Lakers, je pense que c'est un peu inespéré finalement. La situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, elle était inespérée en novembre dernier, quoi. Je trouve que c'est assez impressionnant vraiment de voir le virage que l'équipe a réussi à faire, quoi. Et comme quoi, quand c'est Rob Pelinka, dont c'est beaucoup moqué, quand c'est juste lui qui bosse, parce que faut pas oublier, mais avant de prendre Westbrook, Pelinka, il avait un trade pour récupérer Buddy Hield. Il avait eu aussi un moment un trade pour Kyle Lowry. Il y avait des trades qui avaient plus de sens pour les Lakers par rapport à l'effectif qui était déjà en place. Il y a quand même ces deux stars qui ont mis la pression pour qu'ils fassent plutôt Westbrook, plutôt que le trade impliquant les Kings avec Buddy Hield. Et c'est comme ça que les Lakers se sont retrouvés dans cette situation. Et mine de rien, quand c'est juste lui qui bosse, c'est solide. Moi, j'ai promis dans les commentaires que je décorrélerai mes sentiments, mon hypothèse personnelle sur l'influence de Clutch Sport et de LeBron sur le recrutement. Donc on suppose que Pelinka a repris la main. Voilà, c'est pour dire que ça reste une impression personnelle, même si après on a entendu ici et là que oui, que LeBron et Clutch avaient émis des avis sur certaines choses, comme DeRozan pensait aussi qu'il jouerait aux Lakers, si je dis pas de bêtises. Ouais. DeRozan avait un accord avec, c'était déjà Pelinka le GM. Donc il y a des choses qui se sont faites un peu en coulisses. Quand le joueur lui-même te dit, mon agent m'avait dit que c'était fait avec les Lakers, mais qu'après ça s'est plus fait, on peut supposer qu'il y a eu une influence. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est de l'aspect. On reste encore dans de la spéculation, mais voilà, c'est LeBron et Clutch. On sait qu'il y a une influence, quelle qu'elle soit. Et là, l'impression qu'on a, c'est que Pelinka, qui semblait être un petit peu pas avoir perdu la main, mais être moins influent que d'autres GM peut-être. Là, clairement, il a l'air d'être... En tout cas, les Lakers dans leur ensemble, quels qu'ils soient, travaillent bien. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Et puis, c'est vrai que pour refermer peut-être la page sur les Lakers, du moins sur le roster, manifestement, ils cherchent quand même encore à renforcer un petit peu le secteur intérieur pour avoir un peu une assurance supplémentaire. Ce qui n'est pas inintéressant de voir, c'est que finalement, Mo Bamba qui a été coupé et Tristan Thompson qui est en fin de contrat, c'est des options qui pourront, limite, qui peuvent se garder sous le coude et re-signer plus tard. C'est, voilà, notamment Tristan Thompson, je sais pas, il a joué quoi, un match là contre... C'était en finale contre les Nuggets. Les Nuggets là, quoi. Ouais, il a bien joué. Il a joué son meilleur match en 5 ans, peut-être, son match le plus important. Donc voilà, au pire du cas, dans le pire des cas, je pense qu'ils pourront peut-être repiocher de ce côté-là. Mais ouais, effectivement, en fait, c'est intéressant parce que là, les Lakers, ils partent avec des garanties quand même, je pense. Ils ont vu que Reeves, c'était solide, même en playoff. Ils ont vu que Rui Hachimura, il y avait un vrai potentiel de joueur d'impact, que ça collait parfaitement avec ce qu'ils ont mis en place. Et je pense que c'est peut-être là aussi, alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les coulisses des arcanes des Lakers, mais tu peux comprendre aussi que LeBron se dise, bon, ces mecs-là, si, c'est quand même sûr,
je peux compter sur eux. Je suis pas obligé d'aller chercher un Kyrie Irving et de saigner la moitié de l'effectif ou un mec à qui j'étais bon en 2009 pour essayer d'aller loin. Ça, c'est quand même des gars qui ont prouvé quelque chose. Ils se sont prouvé des choses, ils ont prouvé au reste de la ligue, au staff, aux joueurs à côté d'eux. Et là, c'est vrai que ça avait fait beaucoup rire Kyle Kuzma quand il avait lu que Rob Pelinka disait non, mais on va jouer la carte de la continuité cet été. Il avait eu une blague du genre, ouais, genre Binder, done that ou un truc comme ça. Genre, ouais, on me l'avait fait aussi. Puis 3 mois plus tard, j'étais à Washington. Mais là, en tout cas, je pense que ouais, clairement, c'était le bon choix du côté des Lakers, quoi. Vraiment. On peut peut-être enchaîner forcément sur la deuxième équipe quand même qui a aussi réussi à pivoter bien mieux que je l'aurais pensé, c'est les Suns. On avait fait un podcast spécial après le trade de Bradley Beal. Moi, j'étais hyper sceptique sur la capacité de cette équipe en l'état à pouvoir aller très loin. Je trouvais qu'il y avait trop peu d'éléments autour. Là, finalement, ils ont parfaitement géré, je pense, la free agency en réussissant à étoffer le banc. Alors le banc reste pas ouf, hein. De toute façon, quand t'as un Big Three comme ça, tu peux pas avoir un banc fou, mais en tout cas, c'est quand même un banc qui a gagné en qualité, en cohésion, et je pense en cohérence aussi par rapport aux besoins qu'avait cette équipe. Parmi ces signatures-là, lesquelles vous ont plus marqué du côté des Suns tous les deux? Moi, j'ai déjà été sûr. Enfin, je pense que j'avais sous-estimé l'envie qu'auraient des joueurs de rejoindre ce Big Three-là et peut-être même la destination de Phoenix en règle générale. Parce que c'est arrivé très vite. Tu as l'impression qu'ils avaient bien préparé le coup et que tout s'est enchaîné vachement bien. Si je dois retirer une signature, alors si je les énumère un peu, comme ça, Oui, t'as raison, faut peut-être qu'on rappelle quand même. Donc, il y a Drew Eubanks de Portland. Voilà. Antoine pleure sa perte à grand sanglot, j'imagine. Ils ont re-signé Josh Okogie qui jouait beaucoup l'année dernière. Damian Lee qui était là aussi. Il y a Chimedi Metu qui vient pour 1 an. Yuta Watanabe, j'aime bien cette signature, c'est peut-être une de celles que je préfère pour le banc parce que à Brooklyn, ça shootait bien dans le corner, c'est très énergique, j'aime bien ce joueur. Keita Bates-Diop qu'on avait un peu oublié, mais qui est un très bon défenseur aussi. 5 millions sur 2 ans. Et donc, celle qui, je pense, fait un peu l'unanimité pour la bonne signature, Eric Gordon, qui signe pour 2 ans. Je trouve que c'est quand même... aux Clippers, on l'a pas beaucoup vu. Il est resté en prison pendant longtemps à Houston pour finalement revenir aux Clippers. On était content pour lui et finalement, ils l'ont pas conservé. Et là, il retrouve un contender tout de suite. Il va avoir du temps de jeu en plus. Il va avoir un rôle, vu qu'on l'a dit, l'effectif est pas pléthorique hein. En termes de talent. C'est un de ceux qui a le plus d'expérience. Donc, je dirais quand même Eric Gordon avec... je suis content aussi, j'aime bien Yuta Watanabe, je pense que c'est une bonne recrue pour les Suns. Moi, je vais dire Watanabe aussi, moi. Plus que Gordon. Watanabe, en fait, dans l'ensemble, je trouve que c'est un ensemble. Déjà, il y a un truc, c'est qu'ils signent beaucoup de vétérans jeunes. C'est-à-dire des mecs qui sont déjà... faut que tu précises, parce qu'on nous a posé la question dans les commentaires. En fait, vétéran en NBA, c'est dès que tu as passé tes 2 premières saisons, quoi. Ouais, t'es considéré, c'est le terme. T'es plus rookie, t'es plus sophomore, donc t'es vétéran. Maintenant, nous, évidemment, vétérans, on pense à l'âge, on pense à forte expérience. Mais là, pour le coup, les Watanabe, c'est 28 ans. Keita Bates-Diop, c'est 27. Drew Eubanks, ça doit être 26. Il faut savoir que le banc de l'an dernier des Suns, c'est quand même des mecs cramés. C'est Terrence Ross qui est en bout de course, TJ Warren qui est en bout de course. Ou alors, c'est des mecs très jeunes, ou inexpérimentés. Landell, par exemple, qui était inexpérimenté. Qui a été bon. Hein. Là, il y a quand même des mecs, c'est pas des joueurs. Je veux dire, il n'y en a aucun d'entre eux où on se dit ça peut être un potentiel starter ailleurs. Non, c'est des joueurs de banc dans une équipe comme ça, mais ils ont une certaine jeunesse, donc ils ont une certaine forme, donc ils ont une certaine, des qualités athlétiques, évidemment, une certaine énergie. C'est des gars, tu sais, ils vont pouvoir tenir le choc sur certaines séquences. À un moment, si tu es obligé de faire jouer Terrence Ross, tu sais que tu es mal, quoi. Si Terrence Ross, il doit te donner 20 minutes, tu es mal. Là, ces gars-là, ils vont pouvoir te donner 20 minutes sans problème. Et je pense... Alors, ça dépendra aussi de à quel point Eric Gordon est encore... Il a été bon avec les Clippers, il faudra voir à quel point il a... Parce que lui, pour le coup, il est vieux. Lui, c'est un vétéran. Si Eric Gordon tient le choc, tu as quand même une équipe derrière. Tu n'as pas forcément besoin que tu aies un très fort joueur scoreur, en fait, ou... Tu as juste besoin de spécialistes, tu as besoin de mecs qui sont capables de défendre. C'est même pas très grave. Par exemple, un Okogie, dans cette équipe-là, avec Bill, Booker, Durant, c'est moins handicapant le fait qu'ils ne mettent pas un tir
que ça Carrément. ne l'était il y a un an, en fait, quand t'as Chris Paul, parce que c'est pas grave, t'as déjà trois mecs qui vont... Tu pourras pas défendre sur les trois à la fois, donc il y en aura forcément un qui sera libre. Donc de toute manière, c'est pas Okogie qui va prendre les tirs. Alors qu'à une époque, si tu verrouilles Booker et Durant, oui, effectivement, Okogie va prendre quelques tirs à 3 pendant le corner ou des trucs comme ça, des tirs que t'as pas envie... c'est pas... La défense, elle est à l'aise avec l'idée de laisser ces tirs-là. Là, ce sera pas le cas. Donc tu peux beaucoup plus facilement faire jouer un mec qui est unidimensionnel. Donc les Okogie, même un Bates Diop, tu vois, tous ces gars-là, Eubanks, au final, il va te faire la même chose que Landell et c'est quand même c'est des joueurs corrects. Donc moi, je trouve que leur banc, honnêtement, il est bien pensé. Comme tu l'as dit, Chat, ils ont tout signé super vite. Ouais. Tu sens que ça avait déjà tout été... Bon, déjà, j'en profite, petite parenthèse, faut arrêter de nous faire ce coup d'ouverture officielle de la Free Agency. Faut juste, non, je voulais le dire dans le CQFR ce matin, c'est du flanc, tous les deals ils sont déjà signés, tout le monde a déjà l'accord, arrêtons les C'est pas conneries. possible, ça serait du tampering, Antoine, mais si c'était le mais cas, c'est- c'est impossible. C'est incroyable. La NBA, je veux dire, à quoi on joue? Tout le monde est conscient. C'est bon, stop. On oublie ça. À partir de la draft, c'est l'ouverture officielle du marché. Et les signatures, elles arrivent quand elles arrivent. Et puis point, tu vois. Non, mais le plus Faut- fou, c'est qu'ils arrivent quand même à foutre des amendes à des équipes. Tu dis, mais Mais- qu'est-ce qu'elles ont foutu, les équipes? Elles ont mis Attends, la NBA en copie de leur mail ou quoi pour arriver à se faire choper C'est alors que tout le Attends, monde. les Suns, entre minuit et minuit 20, les Suns, ils ont signé 5 mecs. Je veux dire, à un moment, tu vas pas me dire que. Tu sais, Kyrie Irving, qui devait faire des meetings. Oh, Kyrie va rencontrer les Suns. Il va rencontrer, je sais pas. C'était du bluff, je vous l'avais dit. On va savoir. Et d'un coup, et à minuit 15, Kyrie, c'est bon, il a rencontré tout le monde. Ah bah, je signe avec les Mavericks. Non, mais faut vraiment arrêter les Kyrie, conneries. il est capable d'avoir son rendez-vous avec les Suns après la signature. Après la signature, juste au cas où pour savoir ce qu'ils étaient prêts à lui proposer. Mais et, tu vois, et rien que ça, le fait de ne pas avoir cédé à Kyrie, tu sais, à cette opportunité. Enfin, de toute façon, ils ne pouvaient pas lui donner la thune que ce que les Mavericks lui ont donné. Mais tu vois, il y a une certaine cohérence. Il y a un effectif qui, je trouve, est vraiment pas mal. Et ça change beaucoup de choses. Au final, maintenant, ça fait beaucoup. Tu te dis, l'effectif est là. Maintenant, c'est aux 3 stars, quoi. À vous d'arriver vraiment à jouer ensemble. Parce que si vous arrivez ensemble, vous n'avez pas d'excuses. Autour, vous avez des défenseurs, vous avez des mecs qui prennent des rebonds, vous avez des mecs athlétiques, vous avez de la taille. Il y a même des shooters. Watanabe, ça shoot et c'est grand. Ça shoot et c'est grand. Ils vont pouvoir jouer plein de manières différentes. Ils vont pouvoir faire des 5 grands et mobiles. Avec Durant, Watanabe, enfin avec Diop, Bates Diop, ils vont pouvoir faire plein de 5 différents, small ball, tall ball, tout ce que tu veux. Donc maintenant, à vous de jouer ensemble. Les cartes, elles sont entre vos mains. Il y a un bon coach. Non, les Suns ont fait un vrai beau recrutement. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. En fait, ce que j'aime bien avec Eric Gordon, c'est que je trouve qu'avec Gordon, Booker et Bradley Beal, ça te fait 3 gars qui sont quasiment interchangeables en cas de blessure en fait. Ils seront obligés de rien changer du tout pour jouer exactement de la même manière. Gordon, il peut entrer être dans le 5 ou sortir du banc, peu importe. Il a montré déjà que ça impactait pas du tout sa manière de jouer. En fait, il pouvait sortir du banc et être performant, être dans le 5 et être performant. Tout ça, je trouve ça vraiment très bien. Pour Watanabe comme vous, je trouve que c'est très bonne pick, très bon choix. Shooter et de grande taille. On a vu à quel point les Suns étaient petits dans la série face aux Nuggets durant les derniers playoffs. Ça, c'est vraiment une très belle option. Et Drew Eubanks, c'est marrant parce que personne ne le connaît, mais c'est vraiment c'est un très bon choix. Hein. Ouais. C'est un bon joueur qui est bien plus athlétique que sa coupe de cheveux ne peut le laisser entendre. Vous ne laissez pas avoir. Qui peut protéger le cercle et qui peut finir au cercle, etc. Non, je trouve ça bien. Je pense que malgré tout, si je devais laisser un point noir ou peut-être quelque chose sur lequel je ne serais pas étonné que les Suns quand même restent un petit peu à l'affût, c'est peut-être sur le poste de meneur pur en fait. Ouais. Là, tu es vraiment obligé de compter sur la complémentarité des joueurs et sur leur capacité à jouer. C'est surtout des deux qui peuvent aussi créer du jeu. Dans l'absolu, tu dis, bon, ils ont tous suffisamment de talent et de QI basket pour que ça fonctionne. Voilà. Moi, je serais pas étonné quand même qu'à un moment, Phoenix se dise, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'aller chercher un mec, je sais pas si c'est un Ricky Rubio ou un gars comme ça, un meneur avec un peu vraiment à la baguette, qui peut aussi être dans le 5 ou sortir du banc sans problème et qui posera pas de soucis si jamais on le fait pas trop jouer. Voilà, ça c'est le truc sur lequel je garderai un œil du côté des Suns peut-être. Et juste un truc qu'on a oublié de noter, et ils ont fait tout ça en gardant DeAndre Ayton. Bien sûr, Oui, bien sûr. c'est vrai que Heureusement que tu le dis parce qu'en fait c'était aussi le gros coup en fait. Moi je pense que c'est un gros coup des Suns d'avoir réussi à avoir gardé Ayton et avoir finalement réussi à faire ce qu'on pensait qu'il devrait faire en se privant de lui, en devant le sacrifier, en le tradant. C'est vraiment une super belle opportunité du côté de Phoenix. Quoi. Et ils ont réussi à retrouver un peu de flexibilité du coup en gardant Ayton. Si ça marche pas, ils peuvent le transférer en cours exactement. de saison. Ouais.
Non, bien joué. Franchement, très très bien joué du côté de Phoenix. De toute façon, je le disais un petit peu en préambule, dans la conférence Ouest, mis à part, bon, il faudra qu'on parle de Houston à un moment, parce que j'arrête pas de dire mis à part Houston, mais même si là aussi, en fait, ça se débat, c'est à débattre, mais j'ai trouvé que la plupart des équipes avaient vraiment très bien joué. Moi, il y en a une sur laquelle je voudrais qu'on revienne un petit peu, c'est le cas des Sacramento Kings, qui, moi, m'ont vraiment bluffé, parce qu'après leur magnifique saison régulière, leur parcours en playoff honorable, plus qu'honorable même, Ah ouais. ils sont sortis en 7 manches à des Warriors qui étaient quand même pas faciles à manœuvrer. Moi, j'avais peur, vraiment très peur qu'ils se précipitent, que ça parte chercher à faire des gros coups. Au bout du compte, je trouve qu'ils ont vraiment hyper bien joué leur free agency. La première belle signature, à mon sens, ça a été la re-signature en fait d'Harrison Barnes. J'ai trouvé que c'était bien mieux finalement de le garder à un coût correct, plutôt que de chercher à l'échanger à tout prix. C'est un joueur qui a prouvé sa valeur. Encore une fois, on l'avait dit une fois, mais c'est un joueur qui est passé peut-être à 2 cm de sortir les Warriors au premier tour, hein. Il avait un tir à 3 points pour plier la série. Et c'est un joueur qui aura de la valeur en fait en cours de saison si jamais il faut revoir l'effectif pour X raisons. Rien que ça, j'ai trouvé que c'était une très belle perf. On peut revenir peut-être sur les autres signatures. Je sais pas, Shai ou Antoine, lequel d'entre vous veut détailler un peu ce qu'ont fait les Kings. Moi, je laisse sous les yeux, si tu veux. Vas-y, je veux bien, ouais. Alors, donc il y a la prolongation d'Harrison Barnes. Ils ont fait venir Chris Duarte. C'est un move Contre sous-estimé, rien, mais faut contre pas rien oublier, du tout. contre rien du tout, un Ouais, ah, ailier. Et les équipes, comme les équipes compétitives, n'ont jamais assez d'ailiers polyvalents. Donc Shooter. Chris Duarte, shooter, défenseur. Trey Lyles qui reste pour 16 millions sur 2 ans. Et ils ont signé le MVP de l'Euroleague, Alexander Vezenkov, qui débarque pour, je crois, 20 millions sur 3 ans. Le montant exact, c'est 20 ou 21 millions sur 3 ans. Ouais, c'est super. Enfin, donc là, pour l'instant, on peut dire déjà qu'ils ont cédé la tentation de viser très gros et d'être dans les rumeurs de trade et tout ça. Parce que c'est aussi typique de certaines franchises. Tu viens de faire une belle saison. Tu sais qu'il te manque encore quand même des choses pour être vraiment un contender. Ils auraient pu céder à la tentation et c'est des gros moves. Et au final, ils font confiance à leur noyau. Harrison Barnes, je veux dire, c'est pas définitif. S'il se trouve mieux sur le marché, le faire signer 3 ans pour ce montant-là, je pense qu'il est aussi tradable à un moment s'il voit que ça marche moins bien. Et Vezenkov, c'est super bien. Il est dans la lignée des joueurs d'Europe de l'Est qu'on voit débarquer en NBA avec pas mal d'expérience et un gros niveau. Je pense au Bogdanovic et consorts. C'est une free agency discrète. C'est-à-dire que tu as raison, Théo, on n'en a pas. Ça n'a pas fait les gros titres, hein, mais j'aime aussi assez bien ce qu'ils font. Trey Lyles était très important à Sacramento l'année dernière aussi. Je suis d'accord, j'aime bien sans que ils n'ont pas eu besoin de faire du flashy et c'est peut-être pas fini. Ils n'ont pas complètement répondu aux besoins que tu avais ciblés. Si je dis pas de bêtises, tu avais mis un pivot backup qui ferait du bien pour les Kings. Ça, bon, il reste du temps. Tout le monde n'a pas encore été signé. Hein. C'est comme pour les Suns, on parlait s'ils ont besoin d'un meneur un peu gestionnaire. Il reste des intérieurs qui n'ont pas été signés et ça peut arriver après. Hein. Mais je suis d'accord, j'aime bien. Du marché, ouais. Et puis ils ont aussi, ils ont re-signé aussi Sabonis. Ils l'ont prolongé pour un contrat max à combien, 260, c'est ça? Ou je m'enflamme un peu? Non, peut-être. il a pris un peu moins que le max justement pour leur laisser une certaine flexibilité. D'accord. Alors là, j'ai le montant exact, évidemment, je ne l'ai pas. Mais je sais qu'il a pris légèrement moins que le max. Alors, c'est pas beaucoup moins. Hein. Il c'est pas non plus sacrifié. Le terme n'est pas bon de façon sacrifiée, mais il a pris un peu moins que le max pour leur laisser de la flexibilité. Mais oui, tu as raison de le souligner, parce qu'au final, quand il y a eu le trade de Tyrese Haliburton, il y avait aussi ce risque de se dire ils sont trop cons, ils ont fait venir Sabonis, et de toute façon, dans 2 ans, il va se barrer parce que c'est une équipe pourrie. Au final, non, entre-temps, ils ont retrouvé les playoffs et ils restent. C'était ce qu'on avait dit. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'avais dit. Je ne vais pas vous mettre dans la sauce tous les deux, mais quand le trade a eu lieu, le trade de Sabonis pour Haliburton, je trouvais que c'était aussi un vol à l'étalage du côté d'Indiana. J'avais pas du tout imaginé que les Kings réussiraient à ce point à redresser la barre et à se servir de Sabonis. C'est pareil. Sur le coup, tu te dis. En plus, tu voyais Haliburton c'est juste que c'était le seul joueur qui voulait vraiment rester et s'impliquer dans l'équipe. Donc, on s'était dit. Il y a un mec qui veut rester pour une fois. Il vient de dire je veux être là pour 10 ans, je veux les ramener en playoff. Et il le trade. Et Sabonis, aussi bon soit-il, il était All-Star avec les Pacers. C'était pas évident de voir
voir que ça fonctionnerait comme ça. Oui, bon, il y a eu d'autres choses, d'autres facteurs qui ont expliqué que les Kings sont devenus aussi bons, entre le Mike Brown, le laser aussi, évidemment. Ouais, bah, Le BIM. Et c'est 195 millions, Sabonis au passage. ok, Ok, donc il prend pas. je vous ai Ouais. sorti un chiffre totalement hallucinant. Oubliez le chiffre que je vous ai balancé, je sais même pas d'où il est sorti. C'est celui de la Mélo, en fait, que tu as donné. Et, 260. et pour l'intérieur, ils ont aussi prolongé Alex Len, si je dis pas de bêtises, sur un an. Bon, c'est Ah, ok. bon, Donc, voilà, ils ont quand même leur pivot backup. voilà, un corps disponible. Mais mine de rien, vous avez raison de le souligner, hein, la première victoire pour les Kings, c'est de ne pas céder à l'enflammade. Il y a tellement d'équipes, dès qu'elles passent je pense aux Hawks récemment, les Knicks à un moment. Les Knicks, exemple super récent, les Knicks qui derrière ont fait venir Evan Fournier et Kemba Walker en se disant bon, bah, on vient de faire un tour de playoff, allez, c'est bon, c'est la fête, il faut qu'on dépense. Et au final, tu mises sur des joueurs qui ne te font pas forcément progresser. Là, il y avait une tentation, c'était la tentation Kyle Kuzma. Moi, avant la free agency, ça parlait beaucoup justement de Kyle Kuzma qui toucherait son max à Sacramento. J'aimais pas du tout l'idée. Je me disais, mais ils vont juste se retrouver bloqués parce que du coup, une fois que tu signes Kuzma au max, tu n'as plus du tout de place et tu te retrouves bloqué avec un trio de mecs forts, tu vois, Sabonis, Fox, dont 2 All-Stars dans le lot et Kuzma, mais c'est pas les meilleurs All-Stars non plus, c'est pas des énormes superstars et en fait, tu te retrouves bloqué, tu seras jamais vraiment en position de gagner parce qu'il y aura toujours une équipe avec des meilleurs stars que toi. Et là, au moins, il y a une cohérence qui me plaît beaucoup plus. De ne pas s'être complètement, d'avoir lâché toute flexibilité. Puis ça laisse encore la marge, tu vois, en marge d'espoir, il y a Keegan Murray, tu vois, jusqu'où il peut aller, etc. Comme vous l'avez dit, Barnes, tu peux toujours l'échanger si tu sens qu'il est trop déclinant, tu refourques son contrat quelque part. Ou même si Keegan Murray est plus fort plus vite que prévu, en fait, et que tu dis qu'il faut qu'on lui libère encore plus d'espace dans le roster. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tu as Davion Mitchell, de toute façon, alors c'est pas vraiment un poste 3, hein, c'est plus un poste 2, 1-2, mais tu as des mecs, mais il défend bien, tu as des mecs qui peuvent, de toute façon, tu peux faire des 5 petites, tu peux te passer d'Harrison Barnes, en fait. Il y a 2 ans, ils pouvaient pas, l'an dernier, je suis pas sûr, mais là, maintenant, ils peuvent, et en fait, c'est du luxe de l'avoir, quoi. C'est juste du luxe. Très pareil, j'aime beaucoup ce qu'ont fait les Kings. Ouais, là, alors pareil, on n'est pas dans ce qui se passe, mais tu es quand même un peu tenté de te dire que c'est peut-être aussi parce que Vivek Ranadiv a un peu laissé les GM faire leur boulot. Non, mais là, pour le coup, là, voilà, je vais recorréler les choses. Vous l'avez peut-être pas vu à l'époque, pour les gens qui nous regardent, mais il y avait The Ringer à l'époque. Pardon, Vivek Ranadiv, qui est le propriétaire des Kings, qui était vraiment, on le voyait, qui était très impliqué dans tout ce qui se faisait. Trop impliqué. Trop impliqué. Et on a une private joke entre nous sur la draft 2013. 14. Stoskas, c'est celle, c'est celle où tu étais à New York. Voilà, ouais, c'est ça. Et après coup, il y a eu un documentaire qui était sorti où on voyait tout le processus. Les Kings avaient mis en place une équipe, une armée d'analystes, de jeunes analystes qu'ils avaient recrutés sur le net pour les aider à prendre une décision avec les analytics et tout ça. Et donc, tu vois tout le processus, tu vois les mecs réfléchir ensemble et dire le joueur qu'on doit recruter, c'est un tel. J'ai oublié le joueur en question. C'était Elfrid Payton. C'est Elfrid Payton. Du coup, ça casse un peu. Il a quand même une meilleure carrière que Nick Stauskas, mais dont on va parler. Et donc, ils hésitaient entre plusieurs mecs. Ils en viennent au consensus qu'il faut recruter Elfrid Payton pour les besoins de l'équipe. Et tu as Vivek Ranadiv qui arrive à la fin de la réunion. Et tu vois qu'il impose Nick Stauskas. Et donc, quand les mecs ils disent alors on prend qui? On prend Payton, on prend machin. Et puis il arrive et dit Stauskas? Allez, Stauskas. Tu vois le visage dépité des mecs aussi. C'était Pete D'Alessandro, le GM à l'époque, et tu vois qu'il fait bon, ok, on a monté tout ça pour rien, Stauskas, voilà, et puis qui avait une bonne cote, hein, c'était un bon shooter, il avait une petite cote aussi à l'université, mais tout ça pour dire qu'on sait que c'est un proprio interventionniste. Donc parfois c'est des réalités. Le terme. Interventionniste, c'est ça. Et là, par contre, on ne sait pas vraiment à quel point il intervient ou pas aujourd'hui, mais on voit que même médiatiquement, il est un peu en retrait. Il a mis sa fille dans l'organigramme, par contre, qui a l'air d'être un peu plus compétente. Je ne sais pas à quel niveau de décision elle est, mais bon, elle est influente, elle est dans la draft room aussi. Mais c'est très, très différent de ce que lui montrait avant. Donc, parfois, on sait qu'il y a des libertés, quel est le degré de liberté des GM ou pas dans certaines franchises. C'est clair, notamment aux Kings. Puisqu'on parle on était sur les Kings, moi je voudrais parler maintenant d'une autre équipe qui risque d'en surprendre plus d'un, qui a déjà été quand même un peu une équipe surprise cette année, c'est OKC. Ouais. Qui plus ça va, plus cette équipe me semble dangereuse.
Même chose là, je sais pas, Shai ou Antoine, si l'un de vous veut détailler un petit peu les moves d'OKC ces derniers jours, mais tout ça me semble vraiment plein de sens et de cohérence. Bah, si tu veux, Shai, je te lance dessus, si tu veux, je les ai aussi. Je t'en prie, vas-y. Donc, il y a Patty Mills, qui a été transféré, qui est passé brièvement aux Rockets, Ouais. mais finalement pour atterrir au Thunder. Là, je pense que bon, c'est peut-être mieux pour lui. Victor Oladipo, qui revient. Enfin, il jouera pas. Hein. Ah, il sera blessé Oladipo. toute la saison. Il est blessé, Oladipo ouais. Je pense que c'est en partie C'est pour toute la bénéficier du staff médical ok. d'OKC, Ouais. qui avait déjà fait du bon boulot quand lui y était passé la première fois. Ok. Il y a Jack White, que Ouais, personnellement, je ne connais pas. Des Nuggets, il a joué un petit peu cette saison. Ouais. Je reconnais 100% que je ne le connais pas. C'est le batteur des White Stripes C'est pour ce que animer un j'allais peu. Davis Bertans, qui était arrivé lors de la draft, donc un grand qui shoot. Et je ne vais pas dire son prénom parce que vous allez vous foutre de ma gueule, mais Micic, ancien MVP d'Euroleague. Vassiliy Micic. Vassiliy Micic, qui du coup débarque. Et pareil, donc ça fait 3 ans que le Thunder a ses droits. Pour le coup, il arrive enfin en NBA. Pareil, c'est 23 millions sur 3 ans. Donc c'est comme pour Vezenkov, c'est quand même plus qu'honnête. Ouais. Et tu commences à avoir des vétérans autour d'un noyau jeune, tu as des mecs de talent, ça commence à vraiment prendre forme, quoi. Ouais, d'autant qu'ils auront Chet Holmgren, donc ça sera la première saison aussi. Ouais. Exactement. Et en fait, quand on voit le beau parcours qu'a fait OKC l'an dernier, qui a vraiment été... franchement, on en avait parlé plusieurs fois dans les podcasts en disant, même quand ils étaient pas bons la saison d'avant, en disant des fois, je sais qu'on l'avait dit, quoi, le petit plaisir un peu coupable, des fois, c'est de regarder OKC parce qu'en fait, ils ont plein de jeunes, plein de talents, ça gagne pas encore, mais il y a du potentiel. Et là, l'an dernier, tout a pris tout d'un coup, alors qu'on se disait, bon, bah, avec la blessure de Chet, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à jouer? Finalement, ils ont joué, ils ont été bons. Il y a Shai qui a encore passé un cap magistral, je trouve, auquel on s'attendait pas forcément. En tout cas, moi, j'étais pas prêt à le voir à ce niveau-là toute une saison durant. Et là, avec toutes ces petits, alors forcément, c'est à la marge, mais quand on met bout à bout tout le talent qu'il y a dans cette équipe, la première à venir de Chet Holmgren, qui aura du coup moins de pression aussi, parce que l'équipe roule déjà, ils sont pas obligés de le surexposer. Il est un peu dans une situation un peu comparable à celle peut-être dans laquelle Victor va se retrouver du côté de San Antonio. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir cette équipe sur le terrain, franchement. Elle est même encore plus enviable, je trouve, que celle de Victor, parce que il n'a pas la même pression. Il y a déjà un taulier en ville. Bon, Victor, les gens vont s'attendre quand même à ce que ce soit lui le taulier rapidement. Mais moi, l'effectif de OKC, j'adore. Enfin, j'aimais déjà beaucoup l'année dernière regarder, comme tu disais. Et dans un des podcasts, on avait dit que c'était l'équipe d'avenir pour les saisons, celle qui vient et celle d'après. C'est pas un hasard si Micic il vient cette saison et qu'il n'est pas venu une année avant ou qu'il n'attend pas encore une année. À mon avis, je pense qu'on lui a clairement signifié que là, ça allait jouer les playoffs, ça allait essayer de jouer les playoffs. C'est un mec qui est donc qui est 2 fois MVP du Final Four en Euroleague. Hein. C'est pas n'importe qui. Il a été 2 fois MVP, ils ont gagné 2 fois avec l'Anadolu Efes. Donc ça, tu rajoutes un mec comme ça qui a de l'expérience en Europe, tu sais qu'il va être bon à peu près tout de suite. Je l'imagine pas être mauvais. Et dans les recrues qui sont arrivés, bah c'est aussi, il y en a pas beaucoup, mais c'est solide. Patty Mills en expérience, c'est Et en très mentor bien. de vestiaire aussi. Voilà. Bon, Oladipo ne jouera pas, mais Bertans, on ne sait pas quel va être son. Peut-être qu'il va retrouver un peu de confiance et d'utilité. Au bout du compte, Bertans, dans une équipe comme ça, tu peux le faire jouer. Voilà, ouais, je pense. Il y a un moment, ses shoots vont retomber. Hein. C'est un trop bon shooter pour finir sa carrière avec des pourcentages comme cela, quoi. Et ils ont même pris. Donc là, c'est pas dans la free agency, mais ils avaient ajouté Kayson Wallace à la draft, qui est un super défenseur aussi à l'arrière, qui shoot. Enfin, ils sont très très bien, quoi. Pour le coup, en plus, Bertans, si tu as 4 défenseurs autour, c'est quand même moins pénalisant que dans d'autres équipes, quoi. Et le Thunder n'est pas l'équipe qui a le meilleur spacing, donc il risque d'avoir des tirs super ouverts, quoi. Ouais, il apporte du spacing, mais quand tu regardes les mecs qu'ils avaient déjà, entre le Jalen Williams qui a failli bouleverser la course au rookie de l'année, Lugensdort tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, hein, tous les adversaires te disent que c'est un enfer de jouer contre lui. Et puis voilà, il y a déjà Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, c'est une équipe, on a envie de la regarder. On ne sait pas exactement, on ne veut pas non plus trop se projeter et dire tout de suite c'est top 4 à l'Ouest, parce que c'est pas vrai, l'Ouest est ultra relevé, mais il y a plein de scénarios où tu peux être optimiste et te dire, eux, s'il y a une ou deux équipes qui sont en retard, dont la vitesse de croisière est pas bonne, eux je pense qu'ils seront là parce qu'ils se connaissent déjà et les renforts sont excellents. En fait, je trouve qu'ils ont le profil parfait de l'équipe où tu t'en fous un peu de savoir combien ils vont finir entre la première et la 9e place à l'Ouest. Ouais, Personne ne voudra les croiser, en fait.
parce que ça va être trop galère. Je pense que c'est vraiment une équipe qui peut être galère à jouer et qui peut poser des problèmes. Alors pas, quand je dis personne ne voudra les jouer, c'est pas comme les Warriors, tu sais que personne ne voudra les jouer parce qu'il y a trop d'expérience, parce qu'il y a Stephen Curry, etc. Là, c'est plus quand tu vois le nombre de talents qu'il y a et le fait que c'est une équipe qui va être pas si simple que ça à cerner. Parce Ouais. qu'il y a des joueurs qui sont encore en train de se Bien développer. sûr. Tu vois, hein, quand Jalen Williams dont tu parlais là, bon, on avait senti que c'était la bonne pioche quand même dès le début, mais sa deuxième partie de saison NBA l'an dernier, je sais pas si beaucoup de Incroyable. gens Non. l'avaient vu venir quoi. Et tu dis bon, attends, le potentiel pour ce joueur-là, il est énorme. Moi, j'ai Mm. bien aimé aussi l'autre Jay Williams en fait d'OKC, Ah ouais, il a Et- porté dans un rôle espèce de Kevin Looney avec un tir à 3 points sur le potentiel. Je dis pas qu'il en est là encore, mais tu dis il a ce potentiel-là aussi. C'est vraiment une belle équipe quoi. Par contre, le seul truc, c'est que cette équipe, elle aura plus ou moins de la pression. Je me permets juste de nuancer. Parce qu'en gros, là, Bien sûr. maintenant, c'est les playoffs. Tu n'as pas d'excuse, tu as été au play-in, tu dois aller en playoff dans une Ouais. conférence qui est très forte. Donc voilà, ça peut être une forme de mini-pression sur le Thunder, mais bon, c'est pas une catastrophe s'ils les font pas, puis ils restent encore super jeunes. Mais voilà, en tout cas, il y a un objectif maintenant. C'est la différence avec les années précédentes, c'est que ça joue vraiment avec un objectif. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un petit peu. C'est vrai que c'est là qu'on va voir si ces jeunes ont les armes pour confirmer tout de suite en fait que leur bon parcours de l'an dernier et repartir sur la même dynamique quoi. Ils me font penser à Cleveland il y a un an, quoi. Les Cavaliers, l'année où les Cavaliers venaient de rater le play-in, Mm. venaient de prendre le play-in mais de rater les playoffs, puis hop, ils prennent Donovan Mitchell. Voilà. Alors eux, il n'y a pas eu un transfert de Donovan Mitchell, c'est plus de la progression interne, mais ils sont sur une espèce de courbe un peu similaire, je trouve. Carrément. Allez, peut-être encore deux mots sur deux autres équipes à l'Ouest. Et puis peut-être après on peut changer de conférence, à moins que j'ai raté des choses, auquel cas n'hésitez pas à me le dire. Un petit mot quand même sur Dallas. Ce matin, c'était assez intéressant votre discussion à tous les deux, Antoine, Shai, autour de Kyrie Irving notamment. On va pouvoir détailler aussi ce que Dallas a fait par ailleurs. Mais effectivement, donc, Dallas qui a re-signé Kyrie Irving pour 3 ans au salaire maximum, ou pas loin, du moins sur 3 saisons. Les 2 premières sont garanties, la 3e sera une player option du côté de Kyrie Irving. La question, c'est vrai, finalement, c'était de savoir si Dallas aurait pu moins s'impliquer auprès de Kyrie. Alors bon, je dis ça comme ça parce que forcément c'est teinté. Moi, c'est vrai que je le dis sans embâche. J'ai beaucoup de mal avec Kyrie Irving tout simplement parce que c'est très dur de savoir ce à quoi t'attendre quand tu as Kyrie Irving dans ton équipe. C'est un scoreur incroyable, mais je suis pas sûr que ses qualités de scoreur soient toujours en corrélation avec des résultats d'équipe. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est à débattre, bien entendu. Ceci étant dit, une fois que Dallas avait fait le choix de mettre en place ce trade, l'objectif c'était forcément de le garder parce que rien n'aurait pu être pire pour Dallas que de voir Kyrie Irving partir sans contrepartie, surtout après avoir perdu déjà Jalen Brunson l'été précédent. Donc j'ai le sentiment que 2 ans plus enfin 2 à 3 ans pour Kyrie Irving, c'était un petit peu écrit en fait du côté de Dallas. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu possibilité de faire mieux, même si le marché manifestement il n'y avait pas un marché de folie auprès de Kyrie Irving, parce qu'en fait si tu le gardes, tu as quand même envie qu'il soit heureux de jouer pour toi quoi. Et donc je suis pas sûr que Dallas aurait eu beaucoup à gagner en montant au créneau pour essayer de dire non, bah nous on signe pour un 1+1 ou alors 3 ans mais il faut vraiment que tu prennes moins d'argent. Finalement si il avait été contraint de signer à Dallas, je sais pas si ça aurait été de bon augure en fait pour Dallas d'avoir un Kyrie Irving qui fait la gueule dès le premier match de son nouveau contrat quoi. C'était un petit peu là-dessus que j'étais quoi. Ah, mais je comprends. Ce matin, c'est vrai que j'étais un peu véhément, mais moi je suis bloqué sur le péché originel du trade qu'ils n'auraient pas dû faire selon moi. Et après, en y réfléchissant, et j'ai répondu dans les commentaires de la vidéo ce matin, t'as raison Théo, enfin, c'est logique et le contraire aurait même été surprenant parce que ça voudrait dire qu'ils regrettent déjà la décision de l'avoir fait venir. Ce que j'aurais pu comprendre aussi parce qu'il n'y a pas eu des résultats fantastiques et même si lui, son comportement n'a posé aucun problème. Bah, c'est pas qu'ils n'ont pas été fantastiques, c'est que les résultats. Effectivement, c'est pas de son fait parce que Kyrie était très bon, notamment quand il était aligné à côté de Luka, il avait des stats vraiment extraordinaires. Par contre, l'équipe a plongé. Enfin,
C'est Ouais, pas après, uniquement de son à fait, son c'est arrivée. du fait du deal en lui-même. C'est pas Kyrie, c'est le deal a fait que l'équipe a complètement plongé à partir du moment du Ouais, trade, quoi. c'est ça, parce qu'ils ont perdu des joueurs importants, Dorian Finney-Smith notamment. Mais donc, oui, là, maintenant, à tête un peu plus reposée, oui, je comprends, même si je trouve ça déroutant que. Voilà, juste le procédé. Tu luttes contre personne, tu n'as pas besoin de surenchérir sur d'autres équipes pour le convaincre de venir. Et tu lui offres 3 années, et je le redis, c'est avec tout le respect que j'ai pour Kyrie, 3 années, c'est s'engager beaucoup, parce que la 3e année, il va l'activer, hein, je pense. Si bon, on verra, on n'en est pas là, mais tu t'engages sur 3 ans, il faut compter, il faut prier pour 3 années de fiabilité sur et en dehors du terrain de Kyrie, c'est pas évident. L'espoir, à la limite, c'est que donc lui, il soit toujours dans les mêmes dispositions que l'année dernière, c'est-à-dire content d'être là, content de jouer avec Luka Doncic, ce qui a l'air d'être le cas. Le coach, on verra, hein, parce que c'est aussi important. Jason Kidd est toujours là, mais on ne sait pas si ce sera le cas longtemps. S'il est bien entouré, si le recrutement autour est bien fait, peut-être que là, ça peut marcher. Et là, j'aurais pas le même discours et je me dirais, bon, bah, c'est plutôt bien. Ils ont 2 très grosses stars offensives et autour, ça tourne bien. Mais pour l'instant, même, comme on disait ce matin, moi, même avec ce qu'ils ont fait pour l'instant, je suis pas spécialement convaincu, en fait. Mais en fait, je pense que même si tu veux pas garder Kyrie, en fait, c'est plus facile de le trader s'il lui reste des années de contrat, en fait. Alors que s'il avait été en 1+1 et que ça se passe pas, en fait, que ça se passe mal et que tu dis, bah, il va pas activer sa clause et il va être free agent l'été prochain, tu vois, je pense que tu te retrouves encore plus coincé parce que tu peux pas le dealer dans une équipe. L'équipe va dire, mais moi, je vais pas parier là-dessus si Kyrie s'engage pas avec nous. C'est pour ça que finalement, là où je te rejoins, Shai, c'est que finalement, je pense que Dallas était coincé quoi qu'il arrive. Coincé, alors encore une fois, hein, c'est de notre point de vue. Peut-être que les fans de Dallas qui adorent Kyrie Irving sont ravis de se dire qu'il fait partie de l'équipe. Moi, je continue à avoir du mal à croire que c'est le joueur qui manquait à Dallas pour faire retourner en finale de conférence ou faire une finale NBA. Ceci étant dit, c'est un joueur talentueux. J'espère qu'il est ravi et content de rester à Dallas. De ce qu'on a vu, Luka Doncic a l'air d'avoir pris son intersaison plus au sérieux que par le passé. Ah bah, OK 54, il était fit, hein. Exactement, et on va pouvoir y venir maintenant. Antoine, j'imagine que tu dois avoir le reste de ce qu'a fait Dallas sous les yeux peut-être. Entre la draft et la free agency, je trouve quand même que Dallas va repartir avec une équipe bien plus cohérente et plus complète que ce qu'elle avait l'an dernier, quoi. Ouais, clairement, le recrutement, il est bon. Donc, il y a Richaun Holmes qui était arrivé le soir de la draft. Donc, c'est un pivot, comme on l'a déjà dit, qui est un rim runner, qui peut protéger le cercle, ça va être une très bonne combinaison pour Doncic et pour Kyrie Irving, pardon, sur pick and roll. Donc, ça, c'est une bonne pioche déjà. À la draft, il y avait Derek Lively et Olivier Maxence Prosper. Donc, ces 2 jeunes qui ont l'air intéressants. Pour le recrutement, il y a Seth Curry qui revient à Dallas, là où il avait été bon d'ailleurs. Il a eu des bons passages à parfait Dallas pour dans sa Dallas. carrière. C'est là où ça l'a lancé et c'est un joueur parfait pour Dallas. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le genre de complément parfait autour de Doncic. Voilà, le moment où Kyrie sort, où il n'y a que Doncic sur le terrain, c'est très bien d'avoir Seth Curry qui va jouer sans le ballon, qui va créer de la menace. De toute façon, Lucas aura la balle et Lucas le trouvera sur des tirs à 3 points. Moi, ça, j'aime beaucoup. Dwight Powell qui est prolongé à un contrat plus qu'abordable. Il prend 12 millions sur 3 ans. C'est l'équivalent de rien dans cette NBA. Et il y a Dante Exum qui arrive du Partizan. Et ça, je pense que c'est une vraie bonne pioche. Alors, on verra ce que ça va donner, hein, bien sûr. Il y a toujours de la santé. Puis Exum en NBA, ça a été très décevant. Mais je pense qu'il est arrivé trop tôt. Beaucoup de blessures aussi. Beaucoup de blessures. Et il est arrivé en 2014, 5e choix. Il avait 18 ans. Il n'était pas prêt. Je pense que là, en Europe, il sort quand même de 2 bonnes saisons à Barcelone et au Partizan. Il a joué des matchs à enjeu en Euroleague. Ils sont allés loin. Pour le coup, il a mûri. Je pense qu'il peut aider. Je pense vraiment qu'il peut apporter de la défense, du jeu sans le ballon, de l'intelligence de jeu. Tu vois, le mec qui a joué dans des petits espaces en Europe, tu as joué en Euroleague, tu arrives en NBA, d'un coup, tu as l'impression que le terrain est beaucoup plus grand, que tu peux couper partout. Lui, il va couper. Tu vois, les Tim Hardaway Junior, il y a des gars, tu sais, enfin, Tim Hardaway Junior aussi d'ailleurs peut avoir un jeu de coupe sans le ballon intéressant, mais tu sais, il y a des joueurs, ils bougent pas en fait. Lui, il va bouger, il va apporter ce danger-là sans être un bon shooter à 3 points. Et pour le coup, aux Partisans, il avait des bons pourcentages, mais bon, c'est toujours délicat à analyser. Mais je pense qu'Exum va être une bonne pioche. Donc, je trouve le recrutement, ouais, il est bon. L'équipe, elle est cohérente. Après, je suis d'accord avec ça. Et en fait, l'erreur, elle est en février. L'erreur, c'est d'avoir cédé à la panique et de se dire il nous faut absolument une star. Quelle star est disponible? Là, c'est Kyrie Irving, on tente le pari. Parce que le pari Kyrie Irving, c'était pas juste un pari sur 6 mois. Bah voilà, on l'a dit, hein, tu es obligé derrière de le re-signer. Sinon, tu as laissé partir déjà Porzingis, tu as laissé partir Jalen Brunson. Maintenant, tu perds encore Kyrie Irving. Donc, ils ont cédé à la panique.
Je pense que l'équipe, elle va être forte, honnêtement. Je pense que l'équipe, elle va être bonne. Je pense qu'elle va être cohérente. Je pense qu'elle va retrouver les playoffs. Et je dirais même presque sans difficulté. Je ne serais pas étonné qu'elle soit dans le top 5 ou le top 6. Enfin, le top 6, du coup, qu'elle passe sans le play-in. Par contre, en fait, pour moi, le vrai hic, c'est que cette équipe des Mavs, là, parce qu'ils sortent d'une mauvaise saison, on serait tenté de dire c'est bien de retrouver les playoffs. Mais en fait, cette équipe, elle sera jugée que sur sa capacité à aller au titre, même pas à aller au second tour, en fait. Même le second tour, c'est un échec à un moment. LeBron James, quand il quitte les Cavaliers en 2010, c'est parce qu'il a pourtant fait une finale NBA, c'est parce qu'à un moment, il a pour gagner, quoi. Et Luka Doncic, c'est ce qui les attend. C'est que Luka Doncic, il est là pour gagner. Second tour, finale de conférence, il en a rien à secouer, quoi. À un moment, ça va pas lui suffire. Et je pense qu'avec Kyrie Irving, et je pense que c'est pour ça que l'erreur, elle est là, Kyrie Irving, aussi doué soit-il, comme tu l'as dit Théo, comme tu l'as dit Shai, c'est pas un mec qui te fait gagner. Je pense que le fait que LeBron James ait gagné un titre avec Kyrie Irving, ça en dit long sur la carrière de LeBron James et sur la capacité de LeBron James à élever une équipe, parce que c'est vraiment pas un joueur qui te fait win. À chaque fois qu'il a été d'ailleurs dans une équipe, c'est des équipes qui ont pas été au bout sans LeBron, et ça a des fois donné des trucs catastrophiques. Je rappelle que les Celtics, ils ont été meilleurs avec Tatum rookie et Jalen Brown sophomore que l'année d'après quand il y a Kyrie Irving. Enfin, Même c'est dans pas la un bulle, mec. même dans la Ouais, bulle, mais ils dans avaient la été bulle. meilleurs sans lui. Ouais, c'est ça. Donc c'est un joueur particulier, très talentueux, mais qui, je pense, pose des limites à un certain moment. Et c'est simple. Les Mavericks, ok, ça va être bien, la saison va bien se passer. Je le vois comme ça, moi, le scénario. Ils vont gagner des matchs. On se dit, c'est cool. Il y aura même des vous avez vu, Kyrie, ils ont bien fait. Ouais, ça gagne peut-être 50 matchs. 50 victoires, 32 défaites. Tu vois, je le vois bien le bilan comme ça, ou 49-33, donc un truc plus qu'honorable. Tu arrives en playoff, tu gagnes le premier tour potentiellement, tu arrives au second tour, et là, tu commences à te rendre compte, mais la défense, il est exposé, ou tu vois, il y a des trucs. Et là, en fait, tu te rends compte qu'à un moment, ça gagne pas. Et si sur 3 ans, ça gagne pas, bah, tu te rapproches au moment où lui, Luka Doncic, le gars sur qui tu es censé construire, où c'est lui qui va commencer à se poser une question. Et tout façon- comme les Sixers avec Joel Embiid, d'ailleurs, en fait. De toute façon, ça va coïncider parce que leurs contrats sont quasiment alignés en fait. Le moment où Kyrie Irving aura son option, c'est le moment aussi où les Mavericks pourront proposer une extension à Luka Doncic. Et là, pour moi, tu risques de. Donc, oui, lui, pour l'instant, il est content. Il est content de voir Kyrie. Il y a un peu ouais, ça marche. Tu vois, on avait dit, c'est au début, c'est tout beau. Puis après, c'est. Ouais, t'inquiète. Et puis au bout d'un moment, je pense qu'en fait, il y a juste un moment où lui-même, Doncic, il va se dire bon, c'est cool, mais pourquoi il défend pas? Pourquoi il est chelou? Pourquoi, tu vois? Parce que sur la défense, on en revient au même problème. Doncic et Irving en même temps, faut qu'autour, faut que ça court autour. Parce que... Ouais. Mais Irving, honnêtement, je vois pas de scénario dans lequel il ferait 3 ans à Dallas. Ouais. Sauf si Doncic exigeait. C'est Doncic qui demandait à être tradé avant ça, mais je vois pas de scénario qui permette dans lequel Kyrie resterait 3 ans à Dallas. J'en vois pas en fait. Moi non plus, mais pour que les Mavs de eux-mêmes le transfèrent, c'est déjà compliqué. Ça voudrait, si tu parles de toi, c'est un scénario où lui demande son transfert, parce que qui va vouloir de Kyrie à ce prix-là? Aujourd'hui, il est quasiment au max. Les équipes qui s'intéressaient à Kyrie Irving aujourd'hui, elles auraient pu proposer mieux à Kyrie que ce qu'a proposé Dallas. Donc de toute façon, il n'y en avait certainement pas. Donc maintenant qu'il a ce contrat, qui va vraiment vouloir le récupérer? Il n'y avait déjà pas quelqu'un qui le voulait. Qui va le vouloir si ça se passe mal? Si On ça se verra passe l'an pas prochain, bien? je pense. Parce que l'été prochain, en fait, il y a une classe de free agent qui est plus intéressante que celle de cette année. Donc je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui auront gardé de l'argent de côté pour l'an prochain. Il y a toujours des déçus, en fait. Il y a toujours un déçu à un moment qui n'a pas pu avoir. Regarde, longtemps, ça a été les Knicks. Quand ils n'ont pas pu avoir LeBron, quand ils n'ont pas pu avoir KD, quand ils n'ont pas pu avoir ceci, cela, ils ont souvent craqué leur argent sur le mauvais joueur. Je dis pas que ça sera les Knicks ce coup-ci, c'est pas du tout ce que je dis, mais je dis il y a toujours une équipe finalement qui finit par miser sur le mauvais cheval. Ah, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'équipes qui prennent de mauvaises décisions. Mais après, tu as raison, il y a toujours une équipe désespérée, mais il y en a de moins en moins. Au final, on le voit même avec le cas Harden. James Harden qui a donc activé son option pour être tradé. Et au final, il n'y a qu'une équipe désespérée qui va sans doute prendre Harden. Et on voit qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y a des Clippers, derrière, tu n'as pas de marché en fait, pour ces joueurs-là. Leur valeur baisse ultra vite. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Maintenant, il n'y a plus les Kings pour faire une boulette, les Knicks pour surpayer un mec. Les gens sont trop compétents, c'est déprimant. Et Kyrie, avec tout son passif, t'imagines encore un truc où ça se passe mal? Qui va vraiment vouloir faire ça? Parce que avec tout son passif, déjà qu'il ait réussi à avoir ce contrat-là, c'est quasiment de l'ordre du miracle pour lui.
s'il y a de nouveau une boulette ou un machin où les Mavericks ils disent non, ça passe pas, parce qu'on sait que ce sera pas sur le terrain le problème. Il va être fort. On sait que ça sera en dehors. S'il y a encore un truc comme ça, une équipe qui sera prête derrière à tenter le coup, je suis pas sûr. Hein. En même temps, je me disais déjà la même chose avant que Dallas ne fasse le trade. Tu vois, j'ai déjà pas compris en fait au moment où Dallas a tradé pour lui. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a toujours dans cette ligue, et je le comprends quoi. Les mecs talentueux font tellement saliver les GM qu'il y a toujours une équipe qui arrive à se persuader du fait en se disant non mais chez nous ça va pas être la même. Chez nous on va savoir l'utiliser. Donc bon. Mais de toute façon, Dallas c'était coincé, hein. C'est clair et net. Juste pour revenir, ce que j'aime beaucoup avec l'arrivée de Seth Curry et de Dante Exum, c'est que ça donne aussi deux joueurs qui peuvent aider à la création, qui peuvent jouer sur pick and roll et qui peuvent permettre d'avoir un jeu un peu moins unilatéral que par le passé. Et là, je me dis avec Doncic, Kyrie, Seth Curry et Dante Exum, ça te fait quand même, ça te donne sur le papier en tout cas plus de possibilités pour varier un petit peu le jeu des Mavs, à voir si ça sera dans la volonté de Luka, à voir si ça sera dans les capacités de Jason Kidd. Tout ça, on le verra sur le terrain assez vite. En tout cas, je trouve que là aussi, finalement, vu comme ils étaient embarqués, depuis le soir de la draft, je trouve que Dallas a plutôt pas mal corrigé le tir, encore une fois, au vu du contexte dans lequel était l'équipe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Oui, ça reste un bon recrutement. Ouais. Voilà, donc restons à voir ce que ça donnera. En tout cas, comme toi, hein, Antoine, je serais pas étonné que ça soit bien, que ça commence bien, que ça joue pas mal, sachant que malgré tout, ça on peut le dire de quasiment toutes les équipes de la conférence Ouest. Je propose qu'on parle de Houston quand même, parce qu'on a, depuis le début, on dit à part Houston mis à part. Avant de te laisser la parole, Antoine, je te dis ça parce que je pense que c'est toi qui a toutes les infos sous les yeux et que tu puisses détailler un petit peu ce qu'a fait Houston. Je pense que je continue de pas comprendre vraiment ce que fait cette équipe. On pensait qu'ils jouaient le projet jeune à fond, et puis là, tout à coup, ils font venir des vétérans pour encadrer, mais aussi pour prendre des minutes à leur projet jeune. Parmi leurs jeunes, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off tout à l'heure, il y en a plein encore dont la hiérarchie n'est pas vraiment établie entre ceux qui sont censés être meilleurs que les autres. Il y en a qui n'ont pas eu l'occasion encore de prouver ce dont ils étaient capables. Je pense notamment sur les postes 2-3, là, il y a quand même un embouteillage pas possible. Du coup, on a du mal à comprendre ce que veut faire Houston à court terme, à moyen terme, à long terme. Pour illustrer ça, peut-être Antoine, je te laisse peut-être prendre la parole pour nous détailler un petit peu ce que Houston a fait. Ouais, alors déjà, je vais juste revenir pour le coup, que je vais faire comme ce qu'avait fait Shai. J'ai effectivement, sur les besoins que j'ai émis pour Houston, c'était des vétérans et un gestionnaire. Je l'avais écrit dans des termes un peu plus fleuris. Mais et grosso modo, c'est ce qu'ils ont fait. Et ambition, j'avais mis arrêter d'être ridicule. Et ils vont sans doute arrêter d'être ridicules. Donc, si on se focalisait juste sur ça, ils ont sans doute réussi l'intersaison parce qu'ils ont donc signé Fred VanVleet, 130 millions sur 3 ans, contrat max. Dylan Brooks, 80 millions sur 4 ans. Dylan Brooks qui se relance à Houston. Jock Landale qui arrive pour 32 millions, ce qui est beaucoup pour un joueur qui jouait quasiment pas, mais 32 millions, mais en vérité, seule la première année est garantie. Et Jeff Green qui débarque, je sais pas, on dirait il s'est perdu. Franchement, je te jure. On dirait qu'il était en chemin entre deux. Tu sais, il y avait l'avion Denver-Miami, il s'est posé, il a fait une escale à Houston, il est resté. Je sais pas, je capte pas. Mais tu sais que ça sera peut-être ça. Hein. Il s'est peut-être posé le temps de prendre 8 millions et puis après de rejoindre un vrai contender en février. Hein. Je l'ai dit dans le CQFR, lui, je pense qu'il finit pas la saison à Houston. Je pense que lui, coupé, changement d'équipe en février, j'y crois aussi. Ouais, ça, moi, je pense qu'il s'est juste dit, tiens, c'est une des équipes que j'ai pas faites encore dans la ligue, donc oui, parce que je vais tester. Jeff Green, en fait, ce qui est fort, c'est que Jeff Green, en fait, il est éligible quasiment qu'à des contrats au minimum vétérans, si on y réfléchit. Et là, il a pris 6 millions aux Rockets. Donc, c'est vrai que ça va tout à fait dans... Non, mais ça va tout à fait dans ce que tu dis. C'est, voilà, tiens, je prends au-dessus du minimum. Et puis comme ça, de toute façon, dans 6 mois, je vais signer ailleurs en fin de saison. Il a déjà joué aux Rockets, d'ailleurs. En 2020, il a joué. Donc, c'est même pas pour visiter une nouvelle ville. Il a déjà joué un peu aux Rockets. Ouais. Et pour faire de la place à tous ces mecs-là, il y a quand même eu des transferts. Donc, Ousmane Garouba, jeune, envoyé à Atlanta. Ty Washington, qui doit être, je vais être méchant, je pense que c'est un des joueurs les plus nuls de la NBA. Mais ça arrête. C'est sorti de la balle perdue. Sincèrement. Mais après, ça reste un pro. Hein. Pour les mecs qui vont dire, ouais, il te taffe. Bien sûr, il me taffe tous les jours. Même son fils, il doit me taffer. Mais c'est pas la question. Mais à l'échelle NBA, c'est limité quand même. Donc, Ty Washington, qui jeune, pareil, qui est envoyé à Atlanta.
Et du coup, Kenyon Martin Jr., pour le coup, je trouve que c'est une perte un poil plus importante. Kenyon Martin Jr., pour faire de la place, il est envoyé au Lui, c'est son père qui te taffe, par contre. Ouais, t'as mais pas envie je de le jouerais pas croiser, contre son père. En fait, j'ai pas envie, je préfère jouer contre son fils et me faire détruire que de jouer contre Kenyon Martin et avoir une C'est chance. clair. Enfin, avoir une chance. Chance, avec des grandes guillemets, hein, de marquer un panier. Mais bref, tout ça pour dire, oui, qu'il y a une espèce de double. Ouais, il y a deux objectifs différents. On dirait qu'il y a une équipe de vétérans et une autre équipe, c'est des jeunes, ils vont jouer le championnat U20. Je sais pas, c'est très bizarre ce qui se passe aux Rockets. Mais sur le papier, il y a du talent quand même. Ah bah c'est. Je suis d'accord, je sais juste pas. Moi, j'étais pas convaincu par leur projet jeune parce que. Peut-être parce que j'étais pas convaincu par les jeunes en eux-mêmes, à part. Bon, et c'est déjà pas mal, vous me direz, mais il y a deux joueurs que j'aime vraiment bien chez leurs jeunes, c'est Alperen Şengün et Tari Eason. Les autres, j'ai plus de Jalen Green, j'ai un peu de mal à le voir devenir. Tiens, il est bourré de talent offensivement, il n'y a pas de souci, mais Jabari Smith, j'attends un peu de voir parce que ça a été irrégulier, mais j'étais déjà pas ultra convaincu par le projet jeune. Donc je me dis, ça peut peut-être servir à écrémer un peu là cette saison. On a déjà des vétérans, les Van Vliet, comme tu l'as dit, Dylan Brooks, qui est bon. Il y en a qui diront que c'est cher payé, mais quand on met de côté le côté gros provocateur, ça reste un bon joueur de basket quand même. Il y a peut-être un monde où, comme je te le disais ce matin, où les vétérans encadrent les jeunes joueurs qui gagnent leur place, enfin qui méritent de rester dans le projet. Je vois bien Udoka faire un certain tri, moi, donner une chance à peu près tout le monde, et si ça fonctionne pas, faire le tri. Et si tu fais jouer que les anciens et les meilleurs des jeunes, écoute, leur équipe est franchement pas mal sur le papier. Hein. C'est pas ridicule. C'est ça. Alors, arrêtez d'être ridicule comme tu as dit. Là, je pense qu'ils le seront pas. Moi, je veux juste voir. C'est toujours, je le dis à chaque fois, mais je veux juste. Si je comprends, à partir du moment où je comprends quel type de basket ils veulent pratiquer, je me dis que ça va. Au moins, je sais dans quelle direction ils vont. L'année dernière, c'était vraiment n'importe. C'était vraiment des joueurs, 5 joueurs isolés qui jouaient pour eux, surtout 2 ou 3 d'entre eux. Là, déjà, je pense je vois pas Van Vliet qui a quand même joué dans une certaine structure et avec de la discipline arriver. Et s'il voit tout le monde faire n'importe quoi, il va. Même Jeff Green, quoi. Je les vois pas tolérer une saison. Du coup, je pense pas qu'ils soient en mode tanking, parce que je pense pas qu'Udoka aurait accepté un projet tanking. Personne mais ils sont tank, vraiment entre les deux. C'est ceux qui sont le plus dans le flou entre. On a quand même des joueurs qui ont réussi des choses, qui ont joué dans des équipes qui sont allées loin. Van Vliet et même Dylan Brooks, ils ont déjà joué des gros matchs. Et des jeunes joueurs. Moi, j'adore Şengün. Hein. Faut qu'il progresse en défense, mais j'adore Şengün. Il y a un petit cocktail excitant quelque part qui se cache qui peut. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi et avec vous, parce que tu l'as dit aussi, Théo. Sur le papier, on ne comprend pas trop bien quel sera leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, mais je suis peut-être un tout petit peu moins pessimiste que je l'ai lu à droite et à gauche depuis les moves qu'ils ont fait sur la free agency. En fait, non, mais il y a du talent. En fait, les signatures, c'est même pas qu'elles n'ont pas de sens, dans le sens où c'est des bons joueurs. Dylan Brooks, je pense il l'a tellement ouverte qu'on a oublié que c'était quand même effectivement un bon joueur. Le contrat, je le trouve justifié en fait pour un mec comme Dylan Brooks. Fred VanVleet, super meneur, c'est parfait. En fait, le problème que j'ai avec cette équipe de Houston, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore su établir de hiérarchie entre leurs propres jeunes en fait, et même de faire ce premier tri. Et donc en fait, quand tu fais venir des vétérans en plus là-dessus, qui vont, je veux dire, ce qu'on se disait ce matin un petit peu en rigolant en aparté là, mais Jeff Green, s'il voit qu'il y a des minutes à prendre, il va les prendre en fait. Même s'il n'est pas venu pour ça, à un moment, faut qu'il y ait un petit peu de répondants. Et en fait, quand tu vois les mecs qui ont été draftés cette année, Whitmore, j'oublie le... Amen Thompson, merci. Jabari Smith, tous ces joueurs-là, en fait, qui sont plus ou moins sur les mêmes postes, déjà, il va falloir qu'il y ait une espèce de décrémage, et en même temps, tu as besoin qu'ils puissent jouer, en fait, pour savoir s'ils vont valoir, ces gars-là. Et c'est là où j'ai un petit peu de mal à comprendre. Limite, j'ai l'impression que ce mouvement-là, il arrive un an trop tard ou un an trop tôt, en fait, de faire venir ces vétérans-là. J'aurais mieux compris s'ils étaient venus l'été dernier, en fait, quand il n'y avait pas encore justement Amen Thompson et Whitmore, ou s'ils étaient venus l'été prochain, en fait. Une fois déjà qu'ils ont pu se dire ce qui se passait entre ces jeunes-là. C'est vraiment ça que j'ai du mal à saisir du côté de Houston. Et c'est pour ça que la saison dernière, on l'a dit que c'était un immense gâchis, parce que tu as du tanking presque constructif, où tu vois des jeunes qui sortent un peu du lot, une certaine idée de jeu, des relations qui se créent. L'année dernière, pour moi, il n'y a rien qui s'est créé à Houston. C'est ça le problème. Et du coup, on se retrouve dans une situation comme ça où on ne sait pas vraiment exactement sur quel jeune on peut compter.
je le cite souvent, mais ce passage du podcast de Paul George où il lui dit à Jalen Green, c'est toi, c'est ton équipe. Là, Jalen Green, il va arriver au training camp, il va voir Van Vliet qui a été champion NBA, Dylan Brooks, voilà, qui a la langue bien pendue et qui se voit très très beau et qui va pas arriver juste en lieutenant de ces mecs-là, je pense. Jalen Green va arriver dans l'idée que c'est l'alpha de l'équipe. Donc peut-être que je me trompe et qu'il a le talent et le caractère pour le devenir. Mais je pense qu'il y aura un petit peu d'électricité sur les premiers temps. Ça va pas être du tout cuit. Et derrière, tu as des joueurs très draftés très haut. Jabari Smith, je pense qu'aussi, il a envie d'être le mec. Il a pas arrêté de dire que c'était le numéro 1 de sa classe de draft, qu'il aurait dû l'être. Je pense qu'il a quand même son ego derrière qui va entrer en ligne de compte. Enfin, tous les autres. Le mix est très explosif. Là où je suis optimiste pour eux, c'est qu'il y a du talent et qu'il y a un très bon coach, indépendamment de ce qu'il y a eu à Boston. Mais c'est ce qui me fait dire que c'est pas... C'est un très beau bazar, mais il y a des choses positives qui peuvent en sortir. Il y a un truc tout bête, hein. J'aime bien à chaque fois comparer avec les clubs amateurs, parce que pour moi, le basket reste du basket et même plus globalement du sport, quel que ce soit pro ou amateur, même si évidemment les enjeux changent, mais souvent le fond est souvent le même, à des échelles différentes. Mais quand tu es dans une équipe et qu'il y a des mecs qui n'ont pas le même âge, qu'il y a deux groupes différents de mecs qui n'ont pas le même âge, c'est toujours un peu bizarre en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans des clubs, mais c'est spécial. Ça marche toujours mieux quand tu as grosso modo un noyau dur qui est à peu près le même âge. Et c'est souvent ce qui se passe en NBA ou à n'importe quel club professionnel, football, tous les sports que vous voulez. Souvent, on essaye de faire des noyaux durs du même âge, avec une équipe qui grandit ensemble et qui se sépare ensemble. Parce que c'est un mec de 30 ans, il n'a pas les mêmes références qu'un mec de 19 ans. Et je suis désolé, mais dans ce groupe, il va y avoir 2 vestiaires, en fait. Et surtout, ils n'ont pas capté, j'ai l'impression, ce que ça voulait dire ramener des vétérans. Toute l'année, tout le monde a rabâché ça. Ah, les Rockets, il leur faut des vétérans. Mais il faut des mecs qui jouent pas, ou Denis Aslem, tu vois, des gars qui juste tiennent le vestiaire. Là, on a des vétérans qui sont dans leur prime, qui sont là pour jouer au basket. Ils sont pas là pour jouer les mentors. Fred VanVleet, il a pas ça. Fred VanVleet, il est venu pour l'argent. Il prend 43 millions dans le Texas où il y a moins de taxes. Lui, il a dit, déjà, il l'a pris sur 3 ans. Il a dit, je me fais un petit stop ici. Je fais le replein de compte en banque. C'est quand même un mec qui a été non drafté à la base. Et après, je me casse ailleurs pour la suite de ma carrière. VanVleet, il vient pas pour jouer les mentors. Dylan Brooks, c'est pas un mentor. Il est même pas si vieux, mais il est quand même pas sur le même âge que les autres. Dylan Brooks, il sera titulaire. Hein. Évidemment, il le paye 20 millions. Donc, en plus, un mec, eux, ils viennent jouer leurs minutes. Ils ont des salaires où tu peux pas les mettre sur le banc. Tu vois, c'est un mentor, oui, tu prends et donner sa slab au minimum. Jeff Green, à la limite, ça dans l'idée, ça a été. Mais tu vois, tu prends, pas John Wall, mais tu as compris, tu prends des mecs au minimum. Ok, ils viennent encadrer le groupe. Mais là, tu prends des mecs, tu payes 20 millions qui vont jouer. Du coup, ton Cam Whitmore, qui ressemblait à un gros style en 20e position, il va pas jouer. Il va pas jouer. Devant lui, il y a Amen Thompson, potentiellement Tari Eason, il y a Dylan Brooks, tu as Jabari Smith sur le poste 4. Il va pas jouer. Il n'aura pas suffisamment de minutes. Donc en fait, ils ont une espèce de double objectif. D'un côté, ils veulent commencer à gagner, donc il va falloir faire jouer les mecs qu'ils ont payé des millions. Et de l'autre, ils ont besoin de développer des jeunes, mais ils n'ont pas les minutes nécessaires pour le développer. Donc bref, pour moi, ça mène à rien. On l'a vu d'ailleurs, dernier exemple d'équipe qui a tenté de faire double vestiaire avec des jeunes. Golden State, il y a un des vieux qui a fini par mettre une patate à un des vieux. Comme ça, j'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça, quoi. Et pour le coup, leur cadre là aux Rockets, c'est pas des Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. On parle de Fred VanVleet, Dylan Brooks. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des mecs qui sont suffisamment forts pour te ramener en playoff. Donc en fait, cette équipe, elle va pas être nulle, elle va pas être ridicule, mais elle va pas gagner des matchs non plus, quoi. Elle va juste moins en perdre, c'est tout. Je sais pas. Ouais, je comprends pas, moi. Puis j'ai peur que ça bloque un peu le développement potentiel de certains joueurs, quoi. C'est ça qui est vraiment dur à voir avec cette équipe. Je vous propose 2 choses. D'une part, peut-être un petit mot. Tu as parlé de Golden State, donc on peut rappeler quand même que de son côté, Draymond Green a re-signé donc, pour 4 ans et 100 millions de dollars aux Warriors. Moi, je m'en réjouis à titre personnel. Je trouve ça vraiment chouette d'imaginer encore que Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green puissent faire toute leur carrière ensemble sous maillot des Warriors, ou du moins vraiment aller jusqu'au bout de l'aventure tous les trois. On verra ce qu'il adviendra de Klay Thompson qui devra renégocier
je sais plus, il est free agent l'été prochain si je me trompe pas. C'est ça. Il lui reste une année de contrat, donc il y aura forcément une prolongation. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une autre équipe, vous, de la conférence Ouest dont vous vouliez parler? Je pense que pour la conférence Est, on fera carrément un deuxième podcast cette semaine pour revenir un petit peu sur l'Est, même si ça a été moins riche quand même, moins chaud dans la conférence Est. On les laissera de côté. Est-ce qu'à l'Ouest, il y a d'autres équipes dont vous vouliez parler tous les deux? Antoine, je crois que tu voulais dire un mot sur Denver. Enfin, on parlait de Denver un peu tout à l'heure parce que forcément, c'est les champions. Tu te demandes toujours comment ils réajustent l'effectif, quel move ils font. Et on s'était aperçu que finalement, ils étaient. Alors, les mettre dans les perdants, tu les as mis en perdants dans ton article. Et je comprends ce que tu veux dire. C'est juste peut-être que les gens se diront il y va un peu fort, ils ont une équipe de ouf. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'activité des autres, de la free agency, évidemment, le fait ils étaient peut-être été moins. Enfin, c'est-à-dire que les seuls, ce que tu me disais tout à l'heure, les seuls arrivés qu'il y a, les re-signatures, c'est DeAndre Jordan et Reggie Jackson qui avaient un rôle mineur. Et Justin Holiday qui vient d'arriver. Mais qui va servir à rien. Voilà. Et ils perdent Jeff Green qui avait quand même un rôle dans l'équipe. Exactement. Ils perdent Bruce Brown. Bon, là, c'était dur de s'aligner, honnêtement, et l'argent que le proposaient les Pacers. Mais pour l'instant, il me semble effectivement pas avoir remplacé ces deux joueurs-là au niveau de leur importance, quelle qu'elle soit, technique ou juste de leadership. Donc, je comprends ce que tu voulais dire, en fait. Et vous perdu Thomas Bryant aussi, qui n'a pas joué du tout après le trade finalement, alors qu'il était dit pour avoir un plus grand rôle qu'aux Lakers, mais qui est parti au Heat. Ouais, et bon, lui, il est resté à Miami après la finale. Il a dit, oh ouais. Il n'est pas remonté dans l'avion. Personne s'en est rendu compte. Il n'a même pas joué le Game 5, mais personne n'a vu. Il était resté à Miami. Il était dans une boîte, il a dit, oh, bah, ils sont partis sans moi. Bon, bah. Non, mais. En fait, ouais, je les ai mis perdants dans le sens où. Là, on a beaucoup. Donc, on a parlé de la conférence Ouest. Il va quand même avoir, parce qu'on s'est moqué un peu du Sun, mais il y a 15 équipes. Il n'y en a aucune qui va jouer le tanking. Même les Spurs, tu peux te dire, ils vont pas être bons, mais ils vont essayer d'être bons. Et encore, ils sont même candidats Dark Horse pour Damian Lillard. Les Blazers, évidemment, ça va pas être fort, mais bon, a priori, ils ont déjà leurs super jeunes, donc ils sont même pas obligés de complètement tanker. Donc, tu as une conférence, où toutes les équipes seront compétitives, dont les principaux autres concurrents aux Nuggets se sont renforcés. On a parlé des Suns, on a parlé des Lakers, les Warriors ont pris Chris Paul. Les Clippers sont encore en course pour Lillard ou pour James Harden, donc tu as quand même vraiment beaucoup de concurrents qui se renforcent, et toi, ton équipe, a priori, elle sera moins forte que l'an dernier, du moins dans sa profondeur. Après, tu as toujours des joueurs qui peuvent progresser, mais en tout cas, tu seras moins profond. Je pense que la perte de Bruce Brown, elle est importante, et même Jeff Green, au-delà du leadership, il a quand même eu des bons passages sur le terrain, tu vois, et ils vont pas remplacer ces mecs-là. Donc, juste, moi, ce que je veux dire, c'est que les Nuggets sont vachement en mode doubler la dynastie. Mais quand tu veux vraiment doubler, c'est soit tu as une équipe, je l'avais déjà dit, les équipes qui ont fait le doublé récemment, Heat avec LeBron James et Dwayne Wade, les Lakers de Shaq Kobe, etc., les Warriors avec Durant. Donc soit tu as une équipe absolument massive, monstrueuse, et même si je trouve que les Nuggets sont une très bonne équipe bien construite, c'est pas pour moi non plus une équipe historique, en tout cas, je la vois pas comme ça pour l'instant. Soit tu arrives à faire une intersaison où derrière tu te renforces vraiment sensiblement, et là pour le coup c'est pas le cas. Je pense que c'est une équipe qui a perdu en talent et qui fait face à une concurrence plus forte. Donc c'est pour ça que je les ai mis en perdant de la free agency, même si je pense qu'ils sont évidemment parmi les favoris pour le titre en 2024. Non, mais ça se défend complètement. Ce que tu dis, Antoine, effectivement, c'est perdant de la free agency. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'est une équipe qui, moi, me semble avoir, en termes d'objectifs, une marge malgré tout. L'an dernier, ils ont roulé en fait sur la concurrence en playoff. Finalement, ils ont été accrochés. Plus qu'ils ont été accrochés, c'était par les Suns. Et puis après, dès qu'ils ont haussé le ton, finalement, Denver est passé. Ok, Chris Paul était blessé, c'est vrai. Pour remettre les choses en perspective. Effectivement, les Suns n'étaient pas au complet. Mais ceci étant dit, je pense que Denver serait passé dans tous les cas. Donc Denver peut se dire qu'ils ont de la marge. La force de Denver, c'est finalement de se dire que leurs cadres comme leurs cadres sont encore jeunes, ils peuvent parier simplement sur une progression naturelle de leurs cadres. Alors je parle pas forcément de Nikola Jokic qui est déjà à un niveau tel que tu peux pas non plus lui demander de progresser encore, de passer un cap, mais je pense au Michael Porter Jr., Christian Brown qui était que rookie l'an dernier, même si parfois c'est pas simple, ne serait-ce que de confirmer une bonne saison rookie, tu peux quand même te dire qu'il est en place, il peut monter encore en puissance. Il y a Jamal Murray, finalement c'est sa première vraie longue saison depuis son retour de blessure. Tu peux dire que l'an prochain il va peut-être il a retrouvé, là cette année il avait retrouvé son niveau. L'an prochain tu peux espérer te dire mais il va peut-être même progresser encore. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Après c'est vrai qu'effectivement quand tu vois ce qu'ont pu faire les Lakers, ce qu'ont pu faire Phoenix, ou qui se sont clairement renforcés, les Nuggets sont pas dans ce cas-là, ça c'est clair.
Disons Et que ça met plus de pression sur ton 5 majeur qui va vraiment devoir rester en bonne santé, quoi. sinon, il y a une ou deux équipes qui ont dont l'inactivité m'a surpris, mais après, il reste du temps, il reste du monde, des joueurs à ajouter, mais je pensais par exemple que New Orleans serait un peu plus impliqué dans des. Après, il y a l'espèce de flou autour de Zion, même si on sait qu'a priori il bougera pas. Je pensais les voir se renforcer un peu. Je pensais donc ils ont fait venir Cody Zeller, mais est-ce que c'est vraiment c'est pas une recrue marquante? Et ils ont prolongé Herb Jones, ça c'est cool. Je sais pas, je les imaginais en tout cas se positionner sur des joueurs qui les feraient vraiment. Même si bon, je pense qu'au final, ils espèrent juste pas avoir de blessés, que Zion soit en forme et qu'ils retrouvent la même dynamique qu'au début de la saison dernière. Hein, mais ça fait partie des équipes, même Minnesota, je pensais que ça bougerait un peu. Voilà, c'était juste pour compléter sur l'Ouest où je voyais ces deux équipes-là être un peu plus actives. Non, mais t'as raison. Je pense que New Orleans, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu as dit, c'est tellement le flou qu'ils attendent déjà de voir quel type de Zion ils vont récupérer, de voir comment ça commence. Parce et qu'ils n'ont pas eu la volonté de partir dans des plans sur la comète sans vraiment savoir quels produits ils pourront présenter sur le terrain à la rentrée. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, parce que eux, ils ont, pour le coup, je me réfère encore aux besoins identifiés par Antoine. Bon, un corps fiable pour Zion, ça, ils l'ont pas trouvé sur le marché peut-être, mais il avait mis un meneur, et je suis d'accord avec lui, parce que là, quand tu regardes l'effectif, il y a des bons joueurs. Dyson Daniels, c'était un très bon rookie. CJ McCollum, c'est pas vraiment un meneur. Non. Pas vraiment un point guard traditionnel. Donc il leur manque du monde dans la draft qu'ils ont faite. Ils ont pris Jordan Hawkins, qui est surtout un shooter. Ça, j'espère qu'ils vont bouger un petit peu, ne serait-ce que pour parer à l'éventualité où Zion soit vraiment compliqué. Ouais. Non, ils ont un bel effectif. En fait, l'effectif, quelque part, ils l'ont déjà. C'est, comme vous avez dit, tout dépend si Zion il tient le choc. Mais c'est vrai qu'un meneur, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un meneur d'ailleurs en NBA. On regarde, il y a beaucoup d'équipes. Il y a tellement d'ailiers et de pivots rim runner, mais il y a tellement peu de vrais bons playmakers dans cette ligue. Il y a au moins 7-8 équipes qui auraient besoin d'un vrai meneur fiable en NBA. Ouais, et pour les Wolves, bah, je sais pas. De toute façon, on va pas. Là, il faudrait rouvrir carrément un nouveau podcast sur Minnesota, mais je pense que la question, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment continuer avec leurs deux grands ou est-ce qu'ils ont acté que ça restait compliqué? Ça, j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout où ils en sont par rapport à. C'est vrai qu'au bout du compte, ils ont fait la fin de saison des Wolves n'était pas inintéressante, hein, c'était pas nul, c'était même plutôt plaisant à voir jouer. C'est juste dur de voir en fait quel est vraiment leur objectif, quoi. Parce que si ils sont comme Karl Anthony Towns à penser que leur fin de saison c'est plus admirable que ce qu'a fait Denver, bah bon, ouais, ok, bah, ils peuvent garder le même groupe et on change rien, hein, c'est bien, ils peuvent poursuivre là-dedans. Par contre, si leur objectif c'est vraiment toujours à moyen terme, court terme de jouer le titre, j'ai du mal à croire en l'effectif tel quel. Mais ils se sont renforcés, ils ont prolongé Nasri, dont on en avait parlé, ça c'était bien parce que c'est un joueur qui avait une influence positive. Ils ont prolongé Nickeil Alexander-Walker, qui est un bon joueur aussi. Ils ont pris Shake Milton. Ouais, ça, Shake Milton a fini 10 millions sur 2 ans, et Troy Brown aussi des Lakers qui est arrivé. Bon, c'est pas mal, mais bon, voilà. Non, c'est pas mal, hein. Mais en fait, c'est un problème vraiment de philosophie. En fait, je pense que sur le talent, c'est bien. La question, c'est vraiment de savoir si tu peux jouer avec Towns et Gobert, si vraiment tu peux jouer avec ce duo-là. En fait, c'est vraiment ça la question, quoi. C'est cette saison qui va le montrer. De toute façon, je pense que comme pour Dallas, l'erreur, le péché originel, bah, c'est le transfert de Gobert, où il lâche quand même du Walker Kessler, du Jared Vanderbilt, qu'on a oublié de citer d'ailleurs dans les joueurs des Lakers, même lui reste sur son option, en fait. Excellent Vanderbilt. Très très bon joueur. Voilà, les Vanderbilt, je ne sais plus qui d'autre était dans le transfert. Bon, il y a 4 pics, mais il y a du bon joueur, quoi. Il y a du bon joueur qui est dans ce trade. Et c'était un trade à la base pour passer un cap. Et là, ils ont l'équipe où tu te dis, ouais, bah, le mieux qu'ils peuvent viser, c'est le premier tour des playoffs, et c'est même pas une garantie. Tu vois, il y a des équipes, tu vois juste l'effectif, tu te dis, bon, a priori, d'une manière ou d'une autre, ils vont trouver un moyen d'être en playoff. Eux, c'est même pas une garantie. Tu te dis, oui, il y a le talent, il y a le potentiel d'aller en playoff, mais c'est pas sûr déjà, parce qu'il y a plein, tu peux le dire pour 7 ou 8 autres équipes de la conférence Ouest qui sont au même stade qu'eux. Je sais pas pourquoi les Pelicans seraient moins forts que les Timberwolves, pourquoi le Thunder serait moins fort que les Timberwolves. Tu vois, il y a tout ça, donc bon, c'est quand même très spécial, hein. Je pense qu'on est Allez, on est à quoi? On est à 18 mois max d'un transfert, soit de 4, soit de Gobert. Les fameuses annonces, les Pimel bombes en avance, que le monde entier nous envie. Non, les Clairvoyant Pims.
Allez, on va refermer là-dessus ce gros chapitre sur la conférence Ouest. On essaiera de se faire très prochainement une deuxième partie sur la conférence Est. Encore une fois, merci. C'était notre 100e épisode du podcast. Merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. Si vous voulez avoir une chance de gagner un des 2 exemplaires du MOOC spécial Boston qu'on met en jeu, vous allez sur YouTube, dans les commentaires, vous nous racontez votre meilleur souvenir, votre meilleure anecdote au sujet de Boston ou des Celtics ou simplement de la ville et de vous. Et nous, on choisira les 2 gagnants par la suite. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dès demain matin pour le CQFR, dès demain mardi soir pour une live session. Et puis, restez au contact sur les réseaux. Si vous voulez tout le détail, c'est sur Basket Session. Si vous voulez le MOOC, c'est sur Basket Session. Bref, on reste ensemble et puis on vous dit à très vite. Vous allez en avoir marre de nous voir. Vous allez vraiment finir par saturer. Allez, ciao à tous. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.